je te vois procrastiner dans les bureaux à partir de 18h, tu ferais mieux d'être chez toi, mec. À la fin, t'es cramé et t'as plus le temps de réflexion pour savoir quelle est la prochaine étape. Et tu te retrouves à avoir fait de tes 25 ans à tes 45 ans, t'avoir vendu tes 35 heures et de jamais t'être posé la question de si j'avais eu un peu de temps, un peu de recul, j'aurais pu faire ça différemment. Le côté multipreneur, mais les projets appellent aux projets. Il y a une opportunité, je la saisis ou je la saisis pas. Gardez un peu de temps dans votre agenda pour réfléchir à votre prochaine étape. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast sur le multipreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'enregistrer Fabien Ferreira qui m'a largement inspiré pour commencer la création de contenu. Je suis vraiment très heureux de te recevoir. Écoute, tu es plein de choses. Tu es grosse scientist, spécialiste du gros, infopreneur, créateur de contenu, mais aussi entrepreneur. Tu es passé quand même par Station F et The Family. Donc Fabien, comment tu vas ? Ça va super et toi? En tout cas, merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de parler des multiples projets comme ça. Enfin, j'ai jamais vu un podcast en tout cas qui traitait de cette thématique. C'est vrai, on a essayé de se positionner là-dessus. Donc écoute, je te propose de partir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi? Qu'est-ce qui fait que tu es le Fabien d'aujourd'hui, quoi? Le Fabien d'aujourd'hui, globalement, ouais, je suis entrepreneur globalement depuis mes 17 ans. Enfin, les vrais projets sérieux ont commencé à 17 ans. Que ce soit sur le fait d'avoir aidé des potes à créer un festival qui aujourd'hui fait 10 000 personnes, ou autrement, effectivement, monter plusieurs projets. Genre, des projets, en fait, comment dire, qui ont abouti, d'autres qui n'ont pas abouti. Enfin, en tout cas, c'était vraiment les prémices. Et après, à côté de ça, en fait, dès que je suis sorti de mon école d'ingé, en tout cas, là, j'ai eu mon vrai gros premier projet, c'est que j'ai monté une start-up SaaS autour des événements d'entreprise. Et voilà, et en fait, j'ai eu la chance par ce projet-là, en tout cas, d'être accéléré dans les 3 premiers mois par The Family, puis ensuite Station F. Et globalement, ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'écosystème parisien startup. Et à partir de là, en fait, je me suis mis à accompagner d'autres boîtes que la mienne. Donc effectivement, du côté, je te partage ce que je sais, en fait, ce que j'ai documenté, ce qui marche pour moi. Et après, je suis devenu un petit peu amoureux de l'éducation, en fait, d'aider les autres. Et en gros, aujourd'hui, je monte des plateformes, je fais de l'accompagnement, enfin, énormément de produits associés, en fait, au fait d'accompagner des boîtes. Énorme. Est-ce que du coup, tu peux nous revenir un peu peut-être sur ta formation? Est-ce que ça a joué un lien vraiment avec justement l'entrepreneuriat ou alors pas du tout? Tu trouves que c'est complètement dissocié ou est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Tu veux dire, est-ce qu'il faut être ingénieur pour entreprendre en France? Pas forcément, mais c'est une bonne approche, oui. Ouais, globalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, moi, je suis quelqu'un plutôt d'introverti. Donc, en fait, une école d'ingénieur, en tout cas, me plaisait bien. Le mec qui conçoit plutôt qu'effectivement qui vend. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, en fait, il n'y a pas eu directement un lien, une corrélation directe. Par contre, ça m'a permis d'apprendre une chose qui, pour moi, aujourd'hui, est essentielle, en tout cas dans mon job. C'est l'itération, c'est l'ultra-expérimentation. Euh, c'est le fait aussi de penser système. Globalement, tu vois, je prends toujours du recul, j'analyse un peu ce qui se passe de manière après à verticaliser les choses. Ça, c'est un process purement école d'ingé, etc. Mais après, moi, j'ai fait des études en système embarqué. Donc, j'étais plutôt là pour travailler sur des cartes à puce, des téléphones portables ou autres, tu vois. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je reprends pas 80% de ce que j'ai appris, mais les 20% loi de Pareto de ce que j'en retiens de mes études. En tout cas, aujourd'hui, ça a été un des piliers du fait qu'aujourd'hui, je sois plutôt sur la partie scientist, tu vois, que sur la partie juste marketing, tu vois. Clairement, bah, tu fais clairement partie de cette catégorie de doers, des personnes qui font, qui itèrent, qui essayent, qui expérimentent, qui analysent. Et c'est vrai que tu documentes tout et tu le repartages. Et ça c'est quand même vraiment une grosse logique, un peu de family aussi, de givers. Et c'est pas tout le monde qui le fait. Donc c'est vrai que déjà, bah, moi, je suis un gros consommateur de tes contenus. Donc c'est très appréciable. Et ça vient du coup de l'ingénierie. Et du coup,
comment tu as mis en place vraiment ces process, tu vois, est-ce que tu les as mis en place dès la création de ton premier business, ta boîte SaaS, ou alors non, ça, c'est venu qu'après ça? Ouais, c'est venu qu'après parce qu'en fait, premier projet, globalement, t'arrives avec. Déjà, c'était en 2012, je sors de mon école. Et donc, fin 2012. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que t'arrives et tu te dis, ok, je vais trouver un produit qui soit scalable. Tu sais, à la The Family, quoi. Il faut que ce soit scalable. Il faut que, il faut que ça soit dans la tech. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est que tu puisses répéter les choses pour d'autres, etc. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'ai pas du tout de process. Parce que tu sais, tu es dans une boîte, tu te dis, OK, moi, nous, on voulait pas lever les fonds dès le départ. Pour info, j'ai monté cette boîte-là, en fait, avec ma femme, qui, elle, en fait, avait toute l'expertise événementielle et communication en entreprise. Donc voilà, et en fait, moi, à l'époque, je travaillais sur une sorte de bracelet connecté qui permettait donc de répondre à un besoin qu'elle-même avait expérimenté, qui était on ne diffuse pas les bonnes informations aux bonnes personnes dans les événements. En gros, c'est un peu comme si tu devais avoir Intercom d'aujourd'hui, tu vois, dans les événements d'hier. Et globalement, ça n'existait pas. Mais en fait, il n'y avait pas de process. Il n'y avait pas de process. Et c'est le truc que je blâme aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu arrives, tu commences, tu t'appelles tes premiers prospects, tu essaies de trouver tes premiers clients, tu recrutes tes premiers salariés. Tu te rends compte effectivement que c'est pas les bons parce que tu n'avais pas le process. Tu commences à faire appel à une équipe de dev au départ en interne, mais c'est pas les bons, pas le bon process. Et en fait, entre guillemets, j'ai eu cette impression parce que l'expérience, cette expérience startup a duré près de 5 à 7 ans. En fait, au final, t'expérimentes par toi-même en fait. Et le fait d'expérimenter par soi-même, t'avances, mais à ta vitesse, avec tes fails, avec tes réussites, etc. Et en fait, quand je suis sorti un peu de ça, et je me suis dit, ok, Fabien, tu vas te verticaliser là-dessus, tu vas essayer d'expérimenter, mais pour faire gagner du temps aux autres entrepreneurs, c'est là où j'ai commencé à monter des gros process en fait d'expérimentation parce que je dois le faire en masse en fait. Alors que quand tu es dans ta boîte, tu as l'impression que tu vas recruter quelqu'un, ça va être la bonne personne comment dire, au tout début, que tu vas monter une équipe technique, que ça va être la bonne équipe dès le départ, que tu vas sortir un produit magnifique qui va directement trouver son product market fit, etc. Donc en fait, c'est en ayant mon parcours d'entrepreneur dans la galère que je me suis dit en fait aujourd'hui, il faut trouver une solution à ce problème-là. Tu vois. Et ça nous emmène du coup à concrètement ce que tu fais un peu aujourd'hui. En fait, c'est le bout de ce parcours-là qui t'a emmené à ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter du coup rapidement ce que tu fais? On reviendra ensuite sur justement le côté lancer des projets. Ouais, clairement. En fait, aujourd'hui, ce que je fais globalement, c'est que j'ai déjà j'ai nommé en fait mes différentes versions, mes différents stades d'avancement. Quand on était encore à Station F, j'ai fait ce qu'on appelait le Fabien V1, la première version. Ça veut dire que, en fait, au départ, je l'avais fait sans trop de process pour voir, mais ça marchait pas. C'est que, en fait, j'accompagnais des boîtes et je leur disais, OK, je vais bosser sur tes problématiques. Je vais essayer de les régler par rapport à moi, mon feedback, ce que j'ai déjà testé de mon côté. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du deuxième ou troisième mois, en fait, j'apportais plus la valeur que je Hmm, voulais apporter. Parce qu'en fait, je ok. sortais de ce qu'on appelle le profil T-shape, qui est en Mhm. fait là où tu as ta zone d'expertise, ta zone de génie. Dès que tu en sors un peu, tu deviens juste un bon marketeur. Est-ce Et que moi, en tu fait, peux je voulais pas être un bon marketeur généraliste, je voulais être un tueur sur une verticale, tu vois. est-ce que justement tu peux juste repréciser un peu le T-shape pour ceux qui nous écoutent? Ouais, le T-shape, globalement, c'est en fait, il y a plusieurs profils. Il y a plusieurs profils et ça peut s'adapter à n'importe quelle comment dire, infrastructure. Nous, on parle là du côté startup tech, etc. Mais il n'y a pas que. Mais globalement, il y a les profils généralistes. Je suis bon un peu partout. Typiquement, tu vois, tu sors d'une école marketing ou une école de communication. Tu sais un peu faire ça. Par exemple, dans le cadre du marketing, un peu faire de pub, un peu faire d'emailing, un peu analyser un site web et le rendre performant, un peu de SEO, un peu de plein de choses. Mais à la fin, un peu de rien. Globalement, on peut bosser avec toi pour toucher des choses, pour avancer dans son projet, mais t'es pas la personne qui l'a tellement expérimenté. Ça n'a pas été ta Domaine spécialisation. d'expertise, ouais. Exactement, qu'à un moment donné, en fait, t'es pas meilleur que les autres. Et en fait, je suis convaincu, et je l'étais à The Family parce qu'ils nous ont beaucoup noyé là-dedans, c'est en gros, il faut être toujours une équipe de A-player. Tu dois être dans le top pour faire avancer les boîtes
10 fois plus vite, tu vois, que si elle avait bossé avec des gens lambda. Et globalement, en fait, le côté T-shape, donc c'est vraiment là, tu as le côté généraliste, là, tu as le côté spécialiste et tu t'es juste spécialisé sur un sujet. Et après, tu as le côté P-shape, c'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis spécialisé 2 fois, et donc ça a fait le symbole pi. Énorme. Alors, quelles sont tes deux spécialisations d'aujourd'hui? Je connaissais pas le P-shape, j'aime beaucoup. Le, là, en fait, mes deux grosses spécialisations, en fait, je parle vraiment en termes d'itération, c'est qu'en fait, c'est vraiment la partie prospection B2B classique. LinkedIn, cold emailing, tout ce qui est, enfin voilà, comment je décide de contacter quelqu'un pour en obtenir des rendez-vous et le signer. C'est le premier truc. Ça, je l'ai fait, tu vois, en expérimentation, je l'ai fait à peu près 180 fois. Donc 180 boîtes différentes. Donc après, chaque boîte, c'est à peu près 4 campagnes, donc tu peux calculer le nombre de campagnes lancées. Et après, j'ai fait les mêmes process sur la partie publicité. Et donc ça, là, j'ai accompagné 70 marques différentes. Ok, Et donc après, là, incroyable. par contre, on compte pas trop. C'est au moins 70 à 100 testings différents. Et après, des étapes de scaling, etc. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ce que j'ai fait en masse. C'est énorme. C'est énorme et effectivement, c'est vrai que cette double expertise, t'arrives vraiment bien à la retraduire. Et ça, c'est une question qui est assez difficile aussi chez les multipreneurs. C'est comment, en fait, te présenter pour avoir une cohérence, tu vois, en mettant en avant une expertise ou l'autre. Donc, est-ce que toi, justement, cette double expertise, ça t'a à des fois porté préjudice ou au contraire, est-ce que tu arrives vraiment à le valoriser? Et si tu arrives à le valoriser, comment tu fais? Ouais, j'arrive systématiquement à le valoriser parce qu'en fait, les entrepreneurs d'aujourd'hui sont des entrepreneurs qui achètent un résultat maintenant de 2 ans qui pourrait avoir de galère, tu vois. Donc en fait, je valorise ça parce qu'effectivement, moi, en fait, c'est un peu ce que je vends, c'est de leur dire, mon objectif, c'est de te faire gagner du temps. Et pas te faire juste gagner du temps, mais de te faire avoir la performance maintenant que tu devrais mettre 6 mois à expérimenter. Donc, mais globalement, effectivement, je mélange jamais les deux sujets en même temps. C'est-à-dire qu'il y a soit, il y a des fois, on va parler de publicité, enfin d'hypercroissance en mode e-commerce, etc. Si tu as ton business qui est plutôt B2C, ou soit je parle que de prospection. En fait, je parle rarement des deux, et même sur LinkedIn, je parle rarement du fait que j'ai ultra expérimenté sur la partie e-commerce. J'en parle Clairement. rarement, quoi. Je laisse les personnes comme Théo Lyon, etc., qui en parlent déjà très bien. Ils en parlent effectivement très très bien. Est-ce que tu as quand même des clients qui sont clients sur tes deux spécificités ou pas du tout? Ouais, j'en ai parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin, comme j'ultra expérimente, je suis en train de créer un catalogue. Et le catalogue, en fait, c'est globalement si tu veux bosser. Bah après, ça c'est ma manière d'aujourd'hui, mais si tu veux bosser avec moi, tu es obligé de rentrer dans un nouveau programme d'expérimentation qui, en fait, moi, quand je suis passé à Fabien V2, je me suis dit, ok, pour être vraiment, pour apporter le meilleur de ce que je peux apporter à une boîte, c'est que je vais l'accompagner que pendant 4 semaines. Donc c'est brutal, c'est rapide, et dans 4 semaines, je te rends autonome. Donc en fait, je te dis ce que je sais au niveau de ma méthode, je te donne accès à mes méthodes, je t'explique le pourquoi je le fais comme ça et comment ça marche, etc. Et dans 4 semaines, tu voles de tes propres ailes. Je suis ni un freelance où tu peux me prendre sur des sujets que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire que c'est pas dans mon catalogue. Donc tu peux pas me dire, Fabien, j'aimerais bien qu'on. Là, d'habitude, il y en a plein qui vont peut-être accepter la mission, voir comment on peut se dépatouiller ensemble, s'auto-former à ce moment-là. Moi, c'est pas mon sujet. Moi, il faut que je l'ai expérimenté suffisamment pour que je sois sûr à 100% qu'en 4 semaines, tu sois avec de la perf et autonome. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que ce programme-là de 4 semaines, je continue à le faire pour des boîtes, mais il y en a une qui sort de 4 semaines en cold email, qui me disent, OK, dans ton catalogue, j'ai vu que tu peux aussi faire ça. Donc, en fait, voilà, tu vois, c'est. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que là, juste avant toi, j'interviewais Anthony qui est lui multipreneur dans le milieu du sport et de la santé. Et en fait, ce qui est hyper intéressant chez les multipreneurs, c'est que justement, on va développer des écosystèmes qui vont se répondre les uns à travers les autres. Et en fait, le fait de faire soi et de développer des business différents, mais qui ont un intérêt pour ton client, en fait, tu vas aussi développer la lifetime value de ton client. Parce qu'une fois que tu as réussi à l'acquérir, et ben en fait, tu vas pouvoir aussi augmenter toutes les relations que tu vas faire avec lui. Ah, c'est exactement ça. En gros, Fabien V1, freelance classique. Fabien V2, je monte des programmes de 4 semaines
en ayant pour objectif, moi, ma learning curve, apprendre très très vite et me challenger tous les jours avec des nouvelles boîtes, des nouvelles stacks techniques, des nouvelles choses à vendre, etc. Euh, et quand je suis passé sur l'e-commerce, j'ai fait les mêmes choses. En fait, j'ai monté un accélérateur très rapidement. Après avoir craqué en fait ma troisième marque e-commerce, en gros, j'ai monté tout de suite un accélérateur. Tu vois, ça a été peut-être un peu fou comme projet, mais je suis allé tout de suite chercher des grosses marques en disant, on prend 20% du chiffre d'affaires qu'on génère, donc il n'y a pas de risque pour toi, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai que à apprendre de ça. Et en fait, ça avait bien fonctionné. On a mis des marques en rupture de stock, etc. Ce qui nous a permis après, j'ai relancé un autre accélérateur, mais pour les marques pré-product market fit, parce que j'avais fini d'apprendre sur les grosses marques, leur data, leur système, etc. Et donc j'ai essayé de le répliquer par moi-même pour les boîtes de mon écosystème, c'est-à-dire les gens qui démarrent un projet, qui ont fait zéro vente et qui ont 6 abonnés sur Instagram. J'en ai un peu plus que ça, mais je viendrai quand même te voir pour ça. Euh, Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, toi, tu as lancé plein de projets, tu testes beaucoup de choses. Donc, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu lances un projet? Qu'est-ce qui fait que celui-là, tu vas le lancer et pas celui-là? Comment ça se passe? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les projets, j'en lance beaucoup et systématiquement, je les lance, enfin souvent, on va pas dire systématiquement, mais je les lance en fait par le biais de rencontres. Je rencontre quelqu'un qui a telle compétence, il me dit qu'il a tel, qu'actuellement par exemple, je sais pas, moi la dernière fois c'était, je rencontre un dev qui me dit, bah tiens, moi en fait, je suis CTO à la demande, je fais ci, je fais ça. Je dis ok, actuellement en fait, tu es en train de bosser sur quel type de sujet, quelles sont tes spécialisations. Il me dit bah c'est ça, je fais ok, bah pourquoi pas monter une landing page où en fait, en gros, moi je vais marketer ton offre et en fait, je vais t'aider à vendre plus, tu vois. Et ça, c'est juste un petit délire. Mais en gros, ça part souvent en fait de ça. C'est une rencontre humaine où je me dis, j'ai tellement envie de bosser avec toi tous les jours qu'on va monter un projet, tu vois. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu es toujours associé dans tous les business que tu lances ou alors pas du tout? Quasi systématiquement, après, je t'avoue que dans le côté projet, projet pour moi, c'est tant que tu n'as pas fait au moins 10 000 € euh, sur le projet, t'officialises rien du tout. Ça veut dire que quand j'ai monté un accélérateur pour les e-commerçants, j'ai été voir une boîte que je connaissais, que j'avais accompagnée en grosse. Je leur avais dit, ça s'appelait, enfin le mec s'appelle Edouard Osegui. En fait, il gère une équipe de community manager, motion designer, photographe, etc. Et je lui ai dit, toi, tu as l'asset graphique qui me manque. Comme ça, tu fais les créas, moi je fais la partie media buying. Il m'a dit, ok, c'est parti. Je me suis pas pris la tête. On s'est appelé Emblem Ads, tu vois. Hmm, On clairement. était associés, mais on n'a rien signé. Hmm. C'est on Ouais, ouais, lance et on voit. clairement. Bah ouais, itération. Pourquoi ce cap des 10 000? Qu'est-ce que... C'est par rapport à quoi? Et quand tu parles de 10 000, on est bien d'accord que c'est 10 000 juste de chiffre d'affaires ou alors tu parles déjà de récurrence, du 10 000 par mois, etc. Ouais, je parle de 10 000 tout court, en fait. En Ok. fait, ça dépend des projets, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le stade des 10 000, en gros, ça veut simplement dire on ne parle pas de contrat, d'association, de part, de boîte, de d'holding, de ce que tu veux, tant qu'on n'a pas fait de l'argent. Parce que sinon, on est dans l'hyper-procrastination. J'ai plein de. Enfin, ça se fait partie aussi de mes de boîtes aussi à Station F que j'ai vues qui ont même pas commencé à lancer quoi que ce soit et qui me disaient bah tiens, moi j'ai 3 avocats. J'ai un avocat qui relie les copies du deuxième avocat, mais j'ai des contrats béton, hein. Mais t'as fait zéro vente, mec. Mais par contre, tu peux avoir des contrats béton sur ton Notion, tu vois. Ça fait partie, et ça, j'aime beaucoup que tu nous emmènes là-dessus. Effectivement, on voit beaucoup de boîtes qui commencent le beau logo, la belle, enfin, qui va travailler en fait sur tout ce qu'il y a autour, mais pas se concentrer vraiment sur la vente. Et honnêtement, moi, sur certains business, c'est aussi l'erreur que j'ai faite et que des fois, tu te laisses aussi tenter parce que c'est très, très facile hein, de tomber. Et puis, c'est, comme tu dis, c'est de la bonne procrastination de dire, ah, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je vais sur Canva, je vais me faire mes beaux visuels, je vais m'amuser. Et en fait, tu perds vite du temps et tu perds vite du temps sur ce qui est vraiment important. Donc, est-ce que toi, tu as réussi à... Ça fait partie d'un process global, cette étape des 10 000 ou pas du tout? Ouais, ça Quand fait tu partie lances un d'un projet, tu process. vois. En fait, moi, ça fait partie d'un process où je me dis, c'est pour ça que je me prends pas trop la tête et que globalement, comme je te disais, je rencontre quelqu'un, je me dis lançons un truc ensemble. Et par contre, il y a pas de garantie derrière, tu vois. Mais c'est lançons. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, l'accélérateur pour les e-commerçants, bah, ça s'est fait qu'on discute à 21 h le soir
Et le lendemain matin, on fait un post LinkedIn et on trouve 10 clients. Tu vois. Ok, Mais énorme. derrière, est-ce que ça allait marcher, pas marcher? Est-ce que ça allait plaire? Le seul truc, c'était, hé les amis, on prend 20% du chiffre d'affaires, on accompagne n'importe quel e-commerçant, etc. Par contre, comme là, on était vraiment dans le côté, on voulait des grandes marques, des plus belles marques, on imposait 10 000 euros de budget pub. Donc, déjà, des marques qui soient capables de supporter 20% de moins, parce que c'est de la rentabilité qu'elle nous doit, plus les 10 000 euros d'investissement en pub, bah, ça limitait en fait les marques, tu vois. Mais à Clairement. côté de ça, c'était si ça marche, on y va. Si ça D'ailleurs, marche tu pas, avais, on arrête. d'ailleurs, tu fait un bel exercice là-dessus, si je dis pas de bêtises. Contacter 30 boîtes du CAC 40 en 30 jours. Tu peux nous parler un peu de cette expérience ou pas? Ouais, bah ça s'est passé dans ma précédente boîte, donc ma startup, je veux dire. À l'époque, en fait, je devais former des équipes, enfin mes équipes internes, en fait, SDR, compte exécutif, etc. Donc tu rentres dans le côté où tu essayes de voir comment ça marche. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, on est passé à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, pour me challenger, pour avancer plus rapidement, euh, on était passé par une boîte qui s'appelait MyBizDev, qui en fait est backée par Maxime Paris et Benoît Dubos travaillait là-bas à l'époque en tant que Ok. grosse. Et en fait, on teste un mois de bosser avec eux, etc. Et en fait, c'était pas ultra concluant. En tout cas, quand je dis pas ultra concluant, je me suis aperçu qu'en fait, ils arrivent avec des méthodes, mais qui sont pas calibrées, en tout cas pour notre boîte, etc. Il y a eu des trucs qui étaient pas très chouettes qu'on a fait. Et ça, on a fait ça un mois. Et après, je me suis dit, ok, t'as pas le choix, mec. Il faut que toi-même, tu ultra documentes et que tu formes tes équipes. Tu vois, j'ai pas le choix. Je peux pas déléguer ça, en fait. Et en gros, quand j'ai commencé à faire ça, bah en fait, effectivement, j'ai commencé à documenter en interne ce que j'apprenais, ce que je faisais. Bon, j'ai eu la chance, c'est une chance de ouf, mais à Station F, je veux dire, dans le premier batch, en fait, il y avait Denis de Drop Contact, Guillaume de Lemlist et aussi l'équipe de Phantom Buster, et on mangeait ensemble quasiment tous les midis. Donc ça a beaucoup aidé, j'avoue, pour mettre un premier pied dedans et se challenger. Et tu vois, typiquement, bah, cette documentation-là, à un moment donné, c'est Station F qui est venu me la demander en me disant, bah, Fabien, fais un workshop sur comment prospecter en B2B. Et c'est de ce workshop où j'ai commencé à faire de l'accompagnement en fait. Il y avait 70 boîtes, et sur ces 70 boîtes, il y a une quarantaine de boîtes qui m'ont dit en gros, ça serait cool que tu nous partages des insights, etc. en échange d'un café si tu veux, on se retrouve à la machine. Et en fait, à un moment donné où j'en ai eu marre de la machine à café, bah en fait, j'ai commencé à faire de l'accompagnement payant. Donc, tu es passé par les sandwichs, ensuite, après les sandwichs, tu es Exactement, passé par les restos et c'est ça. ensuite, effectivement, C'est par la ça. Mais rémunération. il y a que trois repas par jour, tu sais, si tu veux manger un repas équilibré. Tu prends quoi, trois quatre cafés dans la journée, après t'es mort. Donc, tu vois, c'est vite limité. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais officialiser le truc. Et ça, tu vois, typiquement, l'offre d'accompagnement, je l'ai lancée en 2 secondes. J'ai dit, ok, sur les 40 boîtes, qui est prêt aujourd'hui à payer à l'époque j'ai des formules packagées de ouf. C'était soit tu payes 990 euros. Tarif de l'époque, les amis, ne me contactez pas pour ça. Mais 990 euros et en fait, tu avais 4 heures de coaching, 1 heure par semaine, donc sur les 4 semaines. Ou autrement, c'était 2490 euros. Et en fait, je t'accompagnais où je donnais environ 10 heures de mon temps pour aller set up les choses pour toi parce que globalement, je voyais que des entrepreneurs avaient des fois compris, mais l'appliquer, entre comprendre et l'appliquer, tu sais, il y a toujours un décalage ou de la procrastination ou un manque de temps, etc. Là, tu me fais vraiment pareil des très belles passes décisives pour les liaisons, c'est très cool. T'as dit quelque chose là qui m'interpelle aussi dans le fait de lancer un business, c'est que tu m'as dit, tu vois, ces entrepreneurs-là, cette quarantaine d'entrepreneurs, elle avait un besoin aussi d'apprendre certaines choses, notamment dans tout ce qui était démarchage B2B. Mais justement, par rapport à ce besoin, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Est-ce que ça fait partie aussi de ton process pour lancer de nouveaux projets? Euh, ouais, en fait, ce qui est sûr, c'est que je pars systématiquement d'un besoin. Donc, à partir de ce besoin-là, en fait, j'en crée une offre, mais très rapidement, tu vois, je me prends pas trop la tête. Et ensuite, après, je lance, je teste, et s'il y a de la demande, bah, je commence à bosser. Ok. Et quitte à pas être rentable. En fait, après, ça, c'est mon deuxième truc. Mais je cherche pas la rentabilité day one. Il y en a qui vont se dire oui, mais moi, en fait, je cherche le learning. C'est si j'apprends et que ça apporte, on y va. Et par Ok. contre, je peux effectivement après, c'est le cas dans beaucoup de projets. Par contre, je me suis lassé et j'ai cédé le projet. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, systématiquement, je monte pas des entreprises. Parce que l'accélérateur pour les e-commerçants que j'ai fait par exemple avec Edouard, au bout de 3 mois,
j'étais plus trop en adéquation avec ce que j'apprenais. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc, j'avais pas besoin, on l'a même pas contractualisé que je suis déjà sorti du projet, tu vois. C'est pour ça que je dis, et pourtant celui-là était rentable. On gagnait de l'argent, on a lancé des choses ensemble, on a accompagné des boîtes, on les a mis en rupture de stock, elles étaient contentes, etc. Mais à la fin, c'était plus le côté. En fait, il y a le côté après. Est-ce que tu apprends ou est-ce que tu veux de l'argent? Moi, j'ai toujours choisi en fait la porte. J'apprends. Je préfère apprendre. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis là encore. C'est vrai que c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de multipreneurs ou du moins des personnes qui gèrent plusieurs projets. C'est ce côté aussi lassitude euh, voilà, on expérimente beaucoup de choses, mais en même temps, bah, on a quand même besoin aussi toujours de nouveautés. Et donc du coup, pour toi, c'est quoi un peu les moments, tu vois, où tu vas t'arrêter, tu vas dire, bon, c'est bon, là, faut que je passe à autre chose. Quels sont les différents critères que tu peux sortir? Et je fais une petite parenthèse en disant, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais utilisé le mug noir et pas le mug rouge, donc ça marche. C'est ça. Celui-là, c'est Maxime ou c'est l'autre? Ouais, bah en fait, c'est super. C'est une bonne question. En fait, c'est comme je documente tout, je vois à un moment donné où je commence en fait à moins écrire. Si en fait, globalement, je suis en train de ressasser des choses déjà vues, etc. Moi, en fait, je suis quelqu'un, en fait, c'est un peu Oussama Hamar avait dit à l'époque, je fais des conférences parce que ça m'oblige à apprendre et je le fais égoïstement. Bah, en fait, je me retrouve un peu comme dans ce qu'il dit. Je fais pas de conférences, mais en tout cas, quand j'accompagne une boîte, quand elle achète mes connaissances, entre guillemets, bah, moi, ça me dérange pas de le faire, mais si j'apprends plus rien, j'ai l'impression d'être redevenu un opérationnel, tu vois, et Ok. d'être plus avec une petite longueur d'avance, tu vois. Donc voilà, donc j'essaye de changer le système à chaque fois. Pourquoi du coup tu fais pas de conférence? Tu me tends des perches, hein, du coup j'en profite. Ouais, Est-ce que mais en fait, c'est ouais. est-ce que Non, mais c'est en le fait, ce que côté je veux dire, c'est que, Vas-y, il y a un petit. en fait, ouais, c'est que je me dis entrepreneur, pas infopreneur et pas conférencier, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est que mon métier n'est pas d'être sur scène, mon métier, c'est de tester. Donc après, quand on me demande de faire une conférence, j'en fais. Quand on me demande d'aller à un podcast, Yann, j'en fais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, enfin, même si. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, il y a les entrepreneurs, les infopreneurs. On va pas faire le débat sur qui a tort, qui a raison. Mais en fait, mon job, c'est d'être tellement dans le côté, je suis dans le test, j'accompagne les problématiques des entrepreneurs et j'essaye de les résoudre, que 80% de mon temps, ça doit être ça, en fait. Et 20% de mon temps, d'en parler. Si j'inverse la tendance, ça voudrait dire que je vois des choses en ligne, je lis des bouquins et j'en parle, mais au lieu d'avoir même testé. Et ça, tu vois, typiquement, pour moi, c'est la frontière. En tout cas, c'est ma frontière, en tout cas, où je me dis, l'autorité vaut mieux que le côté visibilité, tu vois. Ok. Et s'il y en a qui se posent la question entre justement infopreneur, entrepreneur et businessman, bah, je vous invite à aller sur ta chaîne YouTube parce qu'il y a une petite vidéo qui précise ça. Euh, ok, franchement, hyper cohérent. Et justement, dans ce process, tu vois, tu nous dis que tu lâches un projet quand tu arrêtes d'apprendre et d'écrire. Est-ce que tu as forcément, je suppose, du coup, mis un process en place pour valoriser ces expériences et comment tu t'organises justement entre bah, quand tu fais à quand tu vas transmettre, tu vois? Comment tu vois, quel passage tu fais, comment tu t'organises? Ouais, c'est une bonne question parce qu'il y a encore un an de ça, euh, je me posais pas trop la question de comment transmettre, hormis aux boîtes que j'accompagne. Ouais, Et en fait, ça, c'était finalement quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, c'est pas cohérent. Parce que moi, mon job, c'est de rendre la croissance accessible, donc d'aider un maximum d'entrepreneurs. Mais comme peut-être comme tout le monde, tu vois. Mais en fait, j'ai un peu aussi ce syndrome de l'imposteur, tu sais, dans le côté de Dunning-Kruger. Je me dis, tu peux encore perfectionner encore un peu plus, tu peux encore faire un peu plus. Qu'en fait, tu vois, typiquement, le cold emailing, l'avoir fait pour 180 boîtes différentes, à la fois, je me dis, c'est beaucoup, et à la fois, je me dis, je peux encore faire plus, tu vois. Mais là, cette année, j'ai voulu changer, en tout cas, en me disant que il faut communiquer sur ce que tu sais, même si c'était pas la masterclass. ouais. Tu communiques sur ta documentation, même si t'as pas raison sur tout. J'aurais jamais fait le tour en fait. Je pense qu'en fait, en vrai, quand tu parles de marketing, d'acquisition, etc., c'est très dur en fait d'avoir fait le tour. Mais en fait, communique sur ce que tu sais déjà. Ça peut aider déjà du monde. Et en fait, là, je suis dans une étape où
Euh, Ce que je note, j'essaye en fait quand même d'en faire quelques expérimentations, quelques itérations. Mais dès que je vois quelque chose qui marche et que je l'ai itéré trois quatre fois et que ça marche pour d'autres, là, mon process, c'est compresse-le, vulgarise-le pour que ça soit, entre gars, compréhensible pour tout le monde, même si t'es pas expert, et mets-le en ligne, tu vois. Et comment tu t'y prends justement pour ça, concrètement, tu vois? Est-ce que tu te fais un Notion? Est-ce que tu as des pages de notes? Est-ce que à la Orelsan, comment tu fais, tu vois, pour justement passer de déjà où tu trouves tes infos, comment tu fais pour les capter, comment tu fais pour les retranscrire, et surtout comment après, du coup, tu choisis qu'est-ce que tu mets en avant ou pas, tu vois? Ouais. Alors, la première chose, en fait, c'est que déjà, je note tout dans mon Notion. La deuxième chose, c'est qu'en fait, typiquement, en ce moment, je suis en train de préparer une plateforme qui va sortir dans 15 jours max, qui est en fait les méthodologies de Fabien qui ont été ultra expérimentées, itérées, où je sais que globalement, n'importe qui suit le tuto bah, aura accès. Enfin, les personnes qui suivront le tuto auront accès aux mêmes performances que je peux avoir en accompagnement individuel. Parce que la première chose que je fais, c'est de commencer à noter dans un Notion. La deuxième chose que je fais, c'est de noter les nouvelles idées d'expérimentation en disant bah tiens, cette cible, est-ce que tu pourrais pas tester ce hook-là ou quand effectivement, tiens, quel est l'impact par exemple d'un lien dans un email, quel est l'impact de d'un lien dans une signature, si je fais ci, si je mets un PS, enfin, je teste tout, je note tout. Et à un moment donné, en fait, quand je vois qu'il commence effectivement à avoir de la récurrence sur des choses qui fonctionnent, je note les stats. Voilà, en fait, avec ça, j'ai réussi à avoir tel résultat. Et après, j'essaye de compresser, compresser, compresser. Et c'est ça le plus dur. En vrai, c'est pas de noter, mais c'est pas de documenter qui est le plus compliqué, parce que tu peux documenter n'importe quoi. Tu peux documenter tout ce que. Tu peux être une secrétaire. Secrétaire du gros, tu vois. Mais en fait, mon job, il arrive là où la plupart des gens s'arrêtent. C'est que je vais prendre quelque chose que j'ai testé plein de fois, mais je vais essayer de le compresser pour le faire rentrer dans une loi de Pareto. C'est qu'est-ce que je peux vulgariser et rendre accessible qui fasse que tu passes le moins de temps possible à mettre en place, mais que globalement, c'est que voilà, c'est les 20% de temps qui vont t'amener les 80% de mes résultats. Même si on parle pas de 100%, 150, enfin peu importe, on n'est pas dans l'ultra scale. Mais, mec, t'as une boîte aujourd'hui. T'as 15 minutes à perdre cet après-midi. Je te donne ma méthode pour rentrer en relation avec d'autres personnes en B2B. Ça te prend peut-être 15 à 18 minutes, tu vois. Et c'est certain, c'est déterminé, c'est garanti, tu vois. Et là, tu vas pouvoir, dès cet après-midi, échanger avec des boîtes, commencer à ta prospection, commencer à faire du closing. Et ça, tu vois, c'est prédictible. Et c'est ça le truc. C'est que il y a le côté, donc comme tu disais, Notion, je mets dedans, je mets des résultats. Quand je commence effectivement à voir que il y a des choses qui marchent pour certains et qui marchent pour d'autres, je commence à essayer de faire des rapprochements. Je compresse, je compresse, je compresse. Quand je vois que des fois il y a eu un coup de chance, je note même pas, enfin, je le mets de côté. Les coups de chance, c'est pas des trucs, c'est pas des, c'est bien pour faire des vidéos YouTube, tu vois. Comment on a fait 350 000 vues ou comment on a obtenu, genre là, je l'ai fait il y a pas longtemps pour une SCPI, 249 rendez-vous en une seule campagne email, tu vois, et on n'avait jamais fait de campagne avant, on en sort une, boum, ça explose. Mais ça, c'est pour faire des posts LinkedIn, tu vois. Bien Moi, mon sûr. job, c'est pas de faire des posts LinkedIn ou faire des vues sur YouTube, c'est de dire non, non, on va aller plus loin, on va compresser le machin. Et après, on va voir si maintenant je réapplique la même méthodologie dans 10 boîtes différentes et je veux que les 10 boîtes aient des résultats. Si elles n'ont pas de résultats, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est comme ça qu'on passe du secrétariat du Gross à trouver la formule et du coup qu'on devient scientist du Gross, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est le truc le plus dur parce que pour t'expliquer, là où je m'étais dit, Fabien, tu vas sortir une plateforme où tu vas mettre ces méthodologies en ligne sous format mini tuto vidéo. Tuto parce que enfin, vidéo parce que c'est mon canal. Et je trouve que c'est là où tu peux présenter le mieux et tu montes ton écran, etc. Ça peut être très didactique. Et à côté de ça, le fait de faire ça en mode ce qu'on appelle le fast learning, tu vois, c'est des vidéos Mhm. de moins de 5 minutes à chaque fois. C'est je fais, tu peux, à la fin de la vidéo, c'est toi qui fais. Suivant, je fais, tu fais, je fais, tu fais. À la fin, t'as pas maté toutes les vidéos en disant c'est bon, je reprends
Non, en fait, parce que tu pourras pas tout Tu assimiler, pourras tu pas te former. n'auras pas tout retenu. Tu vois, c'est le problème des formations. Des fois, tu te formes 10 heures sur une verticale et à la fin, tu dis, OK, mais on vient de parler de Facebook pendant 10 heures. Mais comment on installe un pixel sur son site? Tu vois. Là, c'est mort. T'as rien compris, en fait. On est clairement sur du pratique et du step by step et un accompagnement. D'ailleurs, je précise, tu as dit que ça sortait dans 2-3 semaines. Quand ce podcast sera sorti, la plateforme sera sortie aussi, donc vous pourrez y aller directement dessus. N'hésitez pas, on mettra le lien dans la description du podcast avec grand plaisir. Et donc, si vous avez des questions et que vous voulez suivre les tutos de Fabien, bah voilà, faudra se rendre directement en lien Yes. sur le podcast. Et pour aller plus Euh, loin, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au ouais. process, c'est qu'il y a la documentation, mais que systématiquement, il y a un truc en fait que je commence à mettre de plus en plus, c'est la manière de réfléchir. C'est un truc qu'on documente assez peu. Ça veut dire que tu as la documentation, c'est par exemple en emailing, un objet doit être comme ça. Un corps de message doit être comme ça. La séquence doit être construite comme ça. La délivrabilité comme ça. C'est des trucs que tu vois partout, tu vois. Mais ce qui a beaucoup de valeur, c'est l'expérimentation sur ce que j'appelle moi le mind map. C'est tu lances une campagne ou trois campagnes de tant de personnes dans chaque campagne, etc. Et après, tu attends 48 heures ou 72 heures. Là, tu fais quoi? Et après, tu prends là, tu fais quoi? Et en fait, c'est le cerveau que je rends en fait document, enfin, mes réflexions, mes réflexes d'optimisation, je le mets dans un document où tu peux suivre en fait étape par étape en fait qu'est-ce que Fabien aurait fait là maintenant. Ça marche très bien en pub. Tu lances ton testing, t'attends 48 heures, tu vois. Soit tu es en mode e-commerce et tu te dis ça a fait des ventes, deux fois mon ROAS, deux fois ma rentabilité. Dans ces cas-là, je fais ça, je scale. Ça a fait une fois ma rentabilité, t'attends encore 24 heures, on valide. Tu vois, ça, t'as pas fait la rentabilité. Dans ces cas-là, peut-être que tu vas modifier un petit truc et voilà. Et c'est vraiment, ça n'a pas du tout marché et je te donne les stats pour. Bah, tu dis, je pète tout, je recommence. Tu vois. Et ça, c'est comme si tu avais un média buyer chez toi, sauf que tu l'as en doc, en fait. Clairement. Et hyper intéressant ce que tu dis également, c'est que moi, ça me fait sens par rapport du coup aux autres interviews de multipreneurs que j'ai eues. Euh, t'es passé déjà dans une autre étape. C'est-à-dire que toi, tu fais encore les deux étapes comment dire, de théoriser le comment et de le divulguer. Mais comme tu dis, tu t'es aussi sur le stade de comprendre au niveau de l'idée, du mind mapping. Et ça me plaît beaucoup parce que aujourd'hui, les multipreneurs que j'ai interviewés, et on resalue Anthony Rouxel que j'ai interviewé juste avant toi. Euh, Lui, il est déjà dans la formation de... Pareil, les formations qu'il prend, c'est plus pour apprendre à faire des choses, c'est pour apprendre à réfléchir et à s'ouvrir des portes, s'ouvrir et surtout à améliorer sa réflexion. Et tu vois, on est déjà dans cette étape-là où voilà, il n'y a plus que seulement le comment faire, il y a aussi le comment je réfléchis à qu'est-ce que je dois mettre en place. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même primordial dans le fait de se former et d'avancer sur son projet. Énorme. Exact. Est-ce que sur le côté lancement de projet, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois ou tu penses qui sont primordiales quand on veut lancer un projet? Euh, ouais, maintenant j'essaie souvent même de lancer des projets. C'est un peu comme en pub, tu sais, on fait des dark posts en pub. Donc on peut appeler ça des dark projects, dans le sens où en fait, il n'y a pas. J'essaie de. Quand je lance un projet, j'essaie d'enlever le maximum la friction. Et la friction pour moi, quand tu lances un projet, c'est quoi le nom? C'est quoi le logo? C'est quoi la landing page? Et en fait, le fait de le faire en dark, c'est un peu comme le post que j'avais fait avec Edouard à l'époque pour monter un accélérateur. On a fait un post, il n'y avait pas de nom, pas de landing page, il n'y avait rien. Tu vois, on a juste expliqué le projet. Parce Et qu'en est-ce fait, que le tu... problème, c'est qu'on a tendance à passer un peu de temps là-dessus, tu vois, sur les fondations. Mais à la fin, en fait, pour moi, quand tu lances un projet, c'est là où tu prends tous les risques et tu te dis peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Et comme je te dis, on est encore bien en deçà des 10 000 euros de générés, tu vois. Dans ces cas-là, pour moi, en fait, il y a que un seul objectif, c'est de le tester rapidement, tu vois. Et du coup, tu te focalises vraiment sur quoi? Parce que tu vois, tu te dis pas de landing page, pas de logo. Tu mettrais quel mot, tu vois, sur quoi tu te focalises pour lancer et tester ces projets? Les gens, les gens. En gros, globalement, moi, comment lancer un projet, soit tu fais un post sur LinkedIn, soit tu dis, je sais exactement, enfin, je vois quels sont
les personnes qui pourraient être susceptibles d'acheter mon offre, en gros, et je les contacte. Et je leur dis, salut, toi, entrepreneur, j'imagine, où tu as certainement telle problématique, est-ce que ça te dirait, tu vois. Et en gros, il faut que ça paye par contre. Hein. Faut pas que ça soit, oui, ça me dirait, tu vois. En France, les gens qui te répondent à un e-book ou qui te répondent à un post LinkedIn, c'est trop bien ce que tu fais, et qui te félicitent parce que tu as recruté un salarié, c'est cool. Mais nous, là, on est dans le business, donc l'objectif, c'est est-ce que tu as un module Stripe qui tourne, tu as reçu un premier virement, tu vois? Parce que tu sais, tu connais le no-show entre les gens qui te disent c'est cool et les gens qui payent réellement, tu vois. Est-ce que ça, tu as déjà commencé à le documenter ou pas encore? Non, Non? j'ai pas documenté ça en fait. Mais par contre, Ok. à l'époque, j'avais bossé sur un truc, c'est pareil, j'en ai quasiment jamais parlé, mais c'était L'info exclusive, comment. yes. Ouais. En fait, il y a des docs, en fait, des fois, je me dis, bah tiens, ça, ces trucs, j'en ai pas assez parlé. J'ai dû en parler peut-être qu'une fois, c'était sur Clubhouse, mais c'était non enregistré. Et en fait, globalement, c'était quand tu lances un projet et que tu veux comprendre la problématique de ton prospect en face, et bah globalement, en fait, il y a de la méthodologie aussi là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, on dit ouais, je pense que c'est eux qui ont telle problématique, et en fait, on va y répondre de telle ou telle manière, mais en fait, c'est ultra pifomètre. Tu vois, c'est comme ça. Et en fait, à l'époque, je sais que j'avais bossé, et en fait, j'avais bossé avec un gars qui s'appelle Jérôme Dacuna, qui est un tueur en tunnel de vente. Et en gros, cette méthode, elle est assez simple. C'est soit tu fais un questionnaire satisfaction, enfin un questionnaire tout court, ou soit tu fais des appels qualitatifs. Si tu fais un questionnaire, il te faut 100 réponses minimum. Si tu fais des appels qualitatifs, admettons, il t'en faut entre 25 et 50. Tu vas poser quelques questions. Dans les questions, ça va être par exemple la première. Je sais pas, je me suis pas remis à chaud, c'était il y a 2 ans que j'ai fait ça, mais c'était par exemple quel est ton problème du moment, et après tu donnes ta thématique parce que tu leur donnes un indicateur, tu vois. C'est par exemple si on peut parler d'acquisition par rapport à ta boîte ou le fait que tu fasses pas de croissance dans ta boîte, selon toi, c'est dû à quel problème? Donc tu le laisses s'exprimer. Ensuite, après, c'est si tu ne résolves pas ce problème-là dans les 3 à 5 ans, qu'est-ce qui se passerait pour toi ou ta boîte? Ensuite, après, tu vois, et en fait, tu poses des questions comme ça. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place qui n'a pas marché pour toi? Et en fait, tu poses 4-5 questions comme ça. Et là où j'adore cette méthode, c'est qu'une fois que tu as récupéré en fait les feedbacks, là, c'est une euh, analyse quantitative. Il n'y a pas du tout de subjectif. C'est qu'en fait, tu vas prendre directement la colonne la plus importante, en fait, qui est une colonne cachée, qui est la question piège de préqualification. C'est si ce problème n'est pas réglé d'ici 3 à 5 ans, qu'est-ce qui se passe pour ton business? Si la personne te dit il se passe rien, bah t'écoutes même pas son problème en fait. Mhm. S'il C'est t'expose que un problème et il te dit si je le résous pas, il se passe rien, c'est que c'est pas ton prospect en fait. Tu vois, c'est globalement il sera pas prêt à, ouais, pas prêt c'est à payer. clairement pas le prospect ou alors que le problème est pas assez dur ou. Exactement. Mhm. Ok. Et donc en fait, Énorme. tu prends que les gens qui ont un problème douloureux et ceux qui, moi Alors, typiquement, je l'avais fait à l'époque pour le côté prospection, etc., croissance de boîte classique. Et en fait, il y en a qui disaient c'est pas grave. Tu voyais qu'en fait, c'était pas un projet, enfin, c'était pas leur projet où ils ont mis toute leur trip. Et d'autres, c'était si je fais pas de croissance avec ma boîte, je passe en liquidation. Si je passe en liquidation, il y a des chances qu'en fait, j'arrive plus à subvenir les besoins de ma famille, que j'ai un problème d'estime de moi-même, mais peut-être qu'il y aura un divorce qui. Enfin, il y a des gens qui partaient dans un. Tu sais, ah on bah dit, il ouais, y a ouais. les 3D, je sais plus si ça Les s'appelle, 3D, ouais. etc. Mais là, c'est le côté entrepreneurial, les 3D, tu vois. C'était il y a ceux qui vraiment, ils mettaient leur vie là-dessus, tu vois. Eux, je les ai sélectionnés, je filtre mon fichier Excel, je regarde leurs problématiques, donc problématiques d'acquisition, de prospection et classique. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? J'ai essayé de me former avec tel organisme. J'ai essayé en fait de faire appel à un freelance sur Malte. J'ai essayé de faire appel à une agence, etc. Tu vois les aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et à la fin, ça te crée une sorte d'avatar client qui te dit, bah en fait, les gens d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont des problèmes, par exemple, en termes de croissance dans leur boîte. Ils veulent arriver à quoi? Ils veulent arriver en fait à développer leur chiffre d'affaires de manière prédictible, tu vois. Et par exemple, en fait, après, tu as les obstacles internes, les obstacles externes. Interne, c'est par exemple, j'ai pas les connaissances techniques. Je sais pas faire en fait. Et il me manque de temps. Et externe, c'est pareil, c'était par exemple,
Tu sais, enfin, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais c'était en gros la personne qui exposait que s'il n'arrivait pas à faire ça, ça pourrait effectivement, enfin, je sais plus exactement comment c'était tourné, mais à la fin, ça te donne la proposition de valeur qui est euh, génère plus de chiffres d'affaires, tu vois, sans connaissances techniques et de manière autonome, etc. Et en fait, en gros, la proposition de valeur que tu mets sur ton site, elle sort en fait d'un petit benchmark comme ça, qui est juste un questionnaire envoyé à 100 personnes, et à la fin, ultra méga bien filtré, quoi. L'avantage en fait de faire un questionnaire comme ça, c'est que tu envoies à 100 personnes, et après, tu vas connaître en fait la problématique, mais vraiment la réelle et sérieuse de tes prospects, et tu pourras leur proposer après une offre associée, tu vois. Et c'est Clairement, là où tu te dis, ok, la partie discovery, elle est hyper importante quand tu lances un projet. Et c'est vrai que de les interroger, de prendre ce temps, c'est pas un temps perdu hein, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent monter leur projet dans leur coin pendant des heures tranquillement, bien réfléchir à toutes les possibilités. Mais en fait, toutes ces possibilités-là, vous pouvez pas les connaître si vous n'avez pas interrogé directement la personne qui sera en fait votre utilisateur, la personne qui sera directement concernée par en fait le produit ou le service que vous voulez offrir. Et donc vraiment, cette partie, comme tu l'as très bien présenté, plus vous allez prendre le temps, plus vous allez rentrer en fait en profondeur sur les besoins réels de vos prospects, et plus en fait la proposition de valeur, comme tu l'as si bien dit, elle sera en fait simple et évidente pour vous quoi. Et du coup, bah, vous pourrez utiliser après on va dire le copywriting, enfin, les techniques de vente pour tourner autour de cette proposition de valeur et offrir la meilleure solution possible à votre prospect. Carrément. Euh, Fabien, le temps passe hyper vite avec toi. On est déjà à plus de 45 minutes ensemble. Ce que je te propose maintenant, tu nous as dit que tu avais quand même plein de projets, tu gères plein de choses à la fois, c'est de nous intéresser un peu à comment tu t'organises entre ces différents projets, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? ouais, bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je fais de l'expérimentation sur des thématiques différentes à chaque fois, pour des entreprises différentes, enfin pour des écosystèmes différents, c'est-à-dire d'un côté les e-commerce, le côté les boîtes B2B, de l'autre côté, enfin voilà, des projets comme ça. En fait, systématiquement, je bosse avec des équipes différentes. Donc quand je dis équipe, pour moi, c'est un collectif. C'est toujours des collectifs, souvent de freelance, parce que j'essaye de prendre la crème de la crème de la crème pour bosser sur des projets. Et en fait, comment on s'organise globalement, bah, tu as souvent en fait comme les deux pièces maîtresses, un Slack et un Notion à côté. Donc le Slack pour le côté échange de tous les jours sur le projet, et le Notion qui va permettre lui par contre de d'être comment dire de gérer la documentation. Donc on documente, on met dedans dès qu'il y a des livrables, on regarde, on met nos expérimentations dedans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ça permet de faire du suivi aussi quand on est vraiment dans l'accompagnement de marque ou de boîte. Ça permet d'en fait de mettre où on en est dans les étapes d'expérimentation, qu'est-ce qu'on a fait pour elle, etc. Où on en est dans son package aussi. Et tu vois, ça permet en fait, d'un côté le Notion, ça va être un peu notre base de connaissances, et le côté Slack qui va être effectivement les échanges de tous les jours avec n'importe qui, quoi. Que ça soit l'interne ou l'externe. Ok, donc là, parce que concrètement, toi, on va dire que tu es tout seul dans ta structure. Et tu travailles avec les différentes équipes de tes différents clients, donc ça fait quand même pas mal de projets des fois à gérer en même temps, comme tu dis, dans des écosystèmes différents. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu switches de l'un à l'autre. Comment tu fais pour switcher rapidement bah, d'un projet à l'autre? Comment tu t'organises dans ta semaine par rapport à ces différents projets? Comment tu fais tout ça? Ouais, bah en fait, ouais, c'est comme je te disais, en fait, déjà, il y a pas mal d'équipes qui aujourd'hui sont plus proches de moi que des projets. Par Mhm. exemple, tu vois, quand j'ai bossé sur la partie e-commerce, je bossais avec un responsable créa, donc qui lui faisait les créatives de la partie publicitaire. Aujourd'hui, tu vois, je bosse encore avec lui sur des besoins où des boîtes me disent, Fabien, on a besoin de plusieurs créatives pour notre marque. Bah, en fait, je bosse qu'avec lui. On a monté un programme dédié pour ça. Mais c'est lui qui fait mes vidéos YouTube, c'est lui qui fait mes vidéos TikTok. Enfin, tu vois, il y a quand même des personnes en fait qui gravitent en fait autour de moi et de mes projets, en fait, qui peuvent être multi-projets aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand on aime, on ne compte pas. Quand on découvre une pépite, on la met sur tous les projets.
Comment je passe d'un projet à un autre? Et ben en fait, c'est assez simple. C'est que comme j'ai défini auparavant en fait des packages d'accompagnement entre guillemets, tu vois, c'est soit par exemple si on parle de la partie B2B, soit c'est 1 heure de coaching par semaine, soit c'est 1 heure de coaching plus 1 à 2 heures d'exécution, donc de mon temps en plus par semaine. Et ben en fait dans mes semaines c'est assez facilement découpé parce que les coachings ils sont chaque semaine donc entre guillemets ils sont déjà calibrés, tu vois. Je sais qu'en amont de ces coachings-là, je dois fournir un travail que je dois présenter lors de ce coaching d'1 à 2 heures. Et donc, en fait, il faut que je l'ai anticipé. Et globalement, après, ça, c'était mon niveau, comment dire, niveau 1 de l'optimisation agenda. Et après, niveau 2, maintenant, j'essaie de faire des slots ou à des moments où je suis 100% dans la création de contenu parce que je rajoute aussi pour moi, cette difficulté. Avant, je faisais que de l'expérimentation. C'était assez facile, tu n'avais que tes clients à gérer. Donc, tu avais de la charge mentale, mais sur des boîtes, quoi. Maintenant, il faut en même temps se dire que chaque semaine, tu expérimentes, mais tu communiques, tu vois. Donc, en fait, maintenant, ça nécessite de faire des slots en disant, bah là, pas touche, tu vois, de 10 heures à midi. Bah, en fait, je suis en train de faire 1 heure de script sur TikTok et 1 heure de captation, tu vois. Donc en Et du fait, coup, comme... hmm. Ouais, vas-y, Donc, continue, en je t'en fait prie. maintenant, j'essaie. Là, par contre, je suis pas le meilleur là-dessus. Tu sais, il y a des personnes comme Hugo de Kimono, etc. En fait, sur la partie agenda, etc. Ont l'air d'avoir un process bien plus établi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'essaye d'avoir en tout cas des slots où je me dis, il y a des slots de production de contenu, il y a des slots en fait où j'accepte entre guillemets les coachings externes. Et par exemple, il y a aussi les slots où c'est un peu plus chill, comme le mercredi, où globalement, le mercredi, je peux accepter un déj le midi, voire même un dîner le soir, tu vois. C'est à Paris, etc. Tu vois, c'est vraiment des. J'essaie de calibrer mon agenda comme ça, histoire juste de ne pas avoir cette impression d'être toujours le dernier, dans le dernier wagon du train, tu vois. Moi, j'aime bien maîtriser ma life, tu vois, être. Enfin, comment dire? Ne pas être sous l'eau, quoi, tout simplement. Ouais, je comprends bien. Je comprends très bien. Et donc, du coup, est-ce que, enfin, on rentre, je fais exprès hein, d'approfondir un peu parce que c'est une thématique qui est vraiment primordiale quand on gère énormément de projets, s'organiser. Et donc, tu dis, voilà, tu sais que le mercredi, t'as tes repas qui sont OK, tu peux avoir ton déj, ton repas. Certains moments, tu as tes slots de création. Est-ce que pour chaque semaine, ça ressemble toujours à ça? Ou alors, comment tu t'organises? Est-ce que, comme tu dis, c'est d'abord, tu vas mettre tes blocs de rendez-vous, ensuite, tu vas mettre d'autres blocs. Tu vois, je veux rentrer vraiment dans Ouais. quelle est la réflexion et surtout, du coup, ça, tu l'organises sur combien de temps? Est-ce que c'est à la semaine? Est-ce que c'est au mois? Est-ce que, tu vois, vraiment ton process Ouais, c'est une bonne d'organisation? question. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une bonne question et là, de manière complètement humble, enfin, je suis pas le meilleur là-dessus et ça m'intéresserait, tu vois, d'avoir le feedback des autres invités de ton podcast sur le sujet. Et que tu fasses peut-être une compilation à la fin, tu sais, en une vidéo, voilà, on répond à cette problématique par plusieurs personnes. Mais en tout cas, voilà, le truc là-dessus, c'est que moi, effectivement, je fonctionne souvent à la semaine ou aux 15 jours d'avance, pas plus. J'ai pas, moi, je sais pas ce que je fais dans un mois et demi. Après, effectivement, chaque semaine se ressemble. Parce que ce qu'il faut savoir après, c'est que c'est propre à ma manière de travailler. Mais moi, je suis quelqu'un qui a tendance à surréfléchir, ingénieur. Donc, à Mhm. toujours essayer d'expérimenter, d'essayer de comprendre comment on peut améliorer, enfin, d'être dans le côté faire plus. Et en fait, j'essaye vraiment que mon agenda me fasse sauter la charge mentale et que je sois en mode juste j'exécute. Et je sais qu'en mode exécution, je peux être un gros bourrin. Et donc en gros, j'essaye de mettre la charge mentale là où je veux qu'elle soit chaque semaine. Par contre, effectivement, si mon objectif de la semaine, c'est d'optimiser mon agenda, de tester des nouvelles méthodes, pour info, ça c'est un sprint qui va bientôt arriver, qui est par exemple, est-ce que je dois avoir une journée off par semaine? Ou est-ce que toutes les 3 semaines, je dois avoir tous les mois, je dois avoir 4 journées off d'affilée, etc. Peu importe, mais le fait d'expérimenter sur ma manière de travailler, je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre, effectivement, en attendant, j'ai un agenda qui est classique, qui se ressemble toutes les semaines, mais qui me permet de ne pas avoir à me poser de questions sur l'agenda, tu vois. Il y a Et, une journée par semaine, si elle doit exister, qui est, je dédie ça à aller sur Paris, et j'enchaîne tous mes calls parisiens, tu vois. Tu voulais qu'on boive un coup ensemble, bah tiens, t'es à 14 heures, toi t'es à 13 heures,
et j'essaye de faire des grosses journées comme ça. Le reste du temps, j'essaye de absolument d'éviter toute distraction, les petits calls, etc. Fabien, ça te dirait de regarder. Enfin, j'en ai tellement accepté que j'essaye de les enlever. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un qui, si tu me demandes, c'est rare que j'arrive. Enfin, j'ai du mal à dire non. Donc maintenant, j'essaye de le faire parce que pour le bien des avancements des projets, etc., je dois à un moment donné faire des choix. Par contre, il y a un truc, c'est quand on parlait de multi-projets, c'est que je suis, j'ai toujours été multi-projet, mais par contre, j'ai toujours eu une priorité. C'est-à-dire que tu vois, comme je disais, j'ai une charge mentale qui est limitée, donc je peux mettre une énergie énorme, mais à un instant T, mais sur un truc, tu vois, le livre The One Thing, tu vois, c'est quoi l'essentiel du moment. Et globalement, j'ai toujours eu dans mes projets des priorités, tu vois. Donc il y a des moments, par exemple, quand je lance un accélérateur pour les e-commerçants, je vais mettre toute mon énergie, ça va peut-être durer une semaine ou deux, bam, et on va sortir l'accélérateur. L'accélérateur, les premiers clients seront dedans, j'aurai déjà documenté les premières analyses, on aura formé l'équipe, etc. Mais une fois que c'est lancé, je vais pouvoir me consacrer en fait à la charge mentale sur un autre projet. Et tu vois, j'arrive pas en fait aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas souhaité non plus, mais j'arrive pas en fait à me dire, tiens, tu vas mettre énormément d'énergie sur tel projet et tel projet. Tu vois, passer un projet de 0 à 1, c'est beaucoup de questions, etc. Et globalement, en fait, si tu veux vraiment que ça marche, il faut quand même t'en donner les moyens, quoi. Clairement. Moi, du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, déjà, merci pour ce partage. C'est hyper intéressant et je pense que ça intéressera beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mais du coup, comment tu fais pour te dire, bah, ça, c'est la priorité? Et comment tu fais surtout, parce que tu m'as dit que tu déchargeais ta charge mentale par ton agenda, comment tu fais pour mettre quelle tâche dans ton agenda à quel moment? Ok. Déjà, pour savoir effectivement, donc là, pour répondre à ta question, c'est dans mon agenda, qu'est-ce que je mets? En fait, c'est que je mets au départ que l'essentiel et après, je regarde s'il reste du temps. Ce Ok. qu'il faut savoir, c'est que après, moi, j'ai mes journées, hein. Ma journée commence à 9 heures et finit à 18 heures grand max. Parce qu'à partir de 18 heures, c'est ma famille. Avant 9 heures, c'est ma famille. Le week-end, c'est ma famille. Donc déjà, j'écrème. Après, je commence à mettre en fait. Globalement, à l'époque, j'acceptais que les boîtes me disent, bah Fabien, le coaching, on le met vendredi après-midi, l'autre vendredi matin, l'autre le mercredi, machin. C'est pas grave. Maintenant, comme j'essaye de productiser au maximum mon temps, à l'époque, je productisais mes offres, maintenant, je le fais aussi pour mon temps. J'essaye de faire, par exemple, 2 après-midi d'accompagnement. Donc, en gros, dans mon Calendly, tu n'as que 2 après-midi, en tout cas quand tu es client, pour aller booker en fait ton slot. Ce qui fait qu'à la fois, je peux avoir des matinées création de contenu, là où ça me demande des fois aussi un peu plus des créativités de réflexion. Et une fois que j'ai calé ces deux trucs-là, en fait, après, c'est à la voix les gaines, hein. C'est que je regarde un peu ce qui reste comme temps. Tu vois, des fois, je sais j'ai pas mal de demandes sur LinkedIn. Ça te dirait de boire une petite visio, un petit call, un truc. Et moi aussi, je suis demandeur de ça. Parce qu'en fait, je dis ça, mais je suis pas une resta. C'est moi aussi, je suis demandeur de ça. J'essaye chaque semaine d'échanger avec 5 personnes que je connais pas. Donc, si, voilà, peut-être 3 à 5, allez, admettons. Et donc, en fait, j'essaye chaque semaine d'avoir des calls comme ça de personnes en fait avec qui je prendrais un plaisir de découvrir, tu vois. C'est pas tu vas m'apprendre quelque chose, hein, pas systématiquement, mais c'est dis-moi où t'en es, c'est quoi tes problématiques, ah t'as une petite méthode, enfin ça je suis preneur aussi. Mais globalement, tu vois, d'échanger et de vraiment d'être dans le networking. Et une fois que j'ai calé ça c'est le petit plus, tu vois. C'est si j'ai du temps, j'en cale, si j'ai pas de temps, je cale pas. Mais tu vois, en fait, c'est ma petite soupape et après mes coachings en first, mes clients en priorité, ma création de contenu en deuxième. Ça veut dire que ça se voit très bien sur les réseaux quand j'ai un peu plus de temps ou moins de temps. TikTok maintenant, hormis là ces 6 derniers jours, parce que j'étais tombé malade, etc. Mais ces 6 derniers jours, j'ai pas trop publié, mais le un TikTok par jour, en tout cas pour moi, c'est devenu une obligation. Donc Et ça fait partie du pack de base. Et comme je l'ai bien productisé, ça veut dire qu'en gros, pour sortir 7 TikTok, ça me prend 45 minutes. Écriture et captation comprises, parce que c'est pour ça qu'ils sont courts, de toute façon. énorme. Donc en gros ça fait partie du package. Par contre, tu vois, là, je veux relancer le format YouTube. Je sais que ça va me demander une énergie supplémentaire, donc je vais devoir réadapter un peu mon agenda pour qu'effectivement je puisse travailler un peu plus les scripts, mieux documenter les choses, me lancer des challenges, etc.
Et alors, on reviendra après sur la partie familiale qui m'intéresse aussi. Euh, mais juste là, comme tu as fini sur TikTok, tu as dit que ça te prenait 45 minutes pour faire les 7 TikTok, pour cette partie-là de création de contenu. Est-ce que du coup, tu l'as fait en un seul slot ou alors tu vas en faire tous les jours? Comment tu t'organises par rapport à ça? Et comment tu le diffuses? Est-ce que tu utilises des outils ou autre? J'interromps cet épisode 5 secondes, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute. Alors, moi, je fais tout en batch parce que je sais que c'est là où je suis le meilleur et parce que charge mentale. En fait, aujourd'hui, moi, ma vie, elle est drivée à où est-ce que tu dresses ta charge mentale quotidienne. Tu vois, Ok. typiquement, je sais que euh, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais que euh, je peux avoir, comment dire, je peux avoir des très bons raisonnements, bonne compréhension, bien avancer une problématique. Mais je sais que tu vois, je peux être cramé en 2 heures. Ça peut être moi, tu vois. C'est-à-dire que le matin, tu me dis, Fabien, tu as 2 heures de live avec une boîte. Je sais qu'après, je suis cramé. Donc, cramé, après, tu peux faire des routines classiques, mais en tout cas, tu vas pas pouvoir remettre ton énergie à 16 heures sur autre chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mes TikTok, systématiquement, je les crée en batch et à minima 7. Parce qu'il faut que ça dure une semaine. Parce que je veux pas revenir 2 fois sur TikTok dans la semaine. Donc, en fait, c'est à minima 7. Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 15, c'est 15. Ça dépend de la créativité du moment. Mais en tout cas, c'est minimum 7. Ok. Et tu les fais pareil, ça, est-ce qu'il y a un moment de la semaine où tu privilégies ça ou alors non, pas du tout, c'est quand tu as un bloc de dispo? Globalement, en fait, comme je sais que ça doit faire partie maintenant de mon package de base, Mhm. souvent, pas systématiquement, mais je veux redire comme tout à l'heure, pas systématiquement parce que on fait attention au poids des mots, mais souvent je le fais le lundi parce que moi j'en suis débarrassé. Je sais que c'est fait. Ça fait plaisir, tu vois. Donc Ok. en gros, je me mets devant mon Notion. Soit j'ai eu des petites idées que j'ai, comme la technique classique, hein, j'ai commencé à noter mes petites idées sur mon téléphone. Des fois, quand je vais sur Paris, j'entends un truc. Des fois, je vois un truc dans la rue, etc. Des fois, j'ai une boîte que j'accompagne qui me dit une phrase. Je note. Et après, boum, le lundi, je me mets en fait sur Notion. J'essaye effectivement de classer le truc, toujours de réfléchir en format qu'est-ce qui peut être à la fois percutant et qui délivre un message marketing derrière. Parce que c'est le problème de TikTok, hein, c'est que l'audience s'attend à quelque chose avec de la curiosité, de l'information, du divertissement. Moi aujourd'hui, toutes mes documentations sont pas sympas. Tu vois, c'est pas un truc normalement qui est compliant avec TikTok, tu vois, c'est plutôt des trucs middle of funnel, tu vois, pour les gens qui ont déjà testé des choses, qui n'ont pas réussi, qui veulent comprendre la technique, comprendre la méthode, comment optimiser. Ça, c'est pas trop compliant avec TikTok, mais j'essaye en fait de travailler sur ce côté-là un peu plus. Comment mes méthodes, je peux les rendre divertissantes pour les proposer au grand public, entre guillemets, tu vois. Ça, c'est le jeu. Ok. Et t'as la même organisation du coup pour tes posts LinkedIn? Mes posts LinkedIn, en fait, je suis très mauvais à l'écrit. C'est pas que je sais pas écrire, mais j'aime pas écrire parce que je trouve ça long et il manque, pour moi, j'aime pas le côté, il manque d'impact dans l'écrit. Ok. Autrement, je suis peut-être pas bon, en tout cas, à mettre de l'impact dans l'écrit aussi. Mais en tout cas, c'était pas mon truc. Et en fait, à l'époque, je faisais des posts à l'écrit, etc. Et je sais que j'étais pas régulier. C'est-à-dire que le post où je me dis, pff, il est pas assez bien, je le lance pas. Enfin, voilà, je procrastinais. Et en fait, là, j'ai testé quelque chose, mais là, tu vois, je suis en phase je vais encore rechanger ma méthode. C'est que comme j'ai commencé à faire des vidéos TikTok qui étaient assez top of funnel, donc en gros, tu parlais business plan, machin, tu vois, c'est des trucs que jamais un Fabien des mois passés, entre guillemets, aurait fait un truc aussi léger, tu vois, en termes de. Tu vois, c'est quoi un freelance, tu vois. Jamais, en fait, Mm. moi, mon audience n'est pas habituée Bien à ce sûr. que je remonte aussi dans le côté top of funnel. Donc, pour ceux qui nous écoutent, un top of funnel, c'est en gros comment, dans mon cas, je pourrais parler du marketing et de l'entrepreneuriat à mes parents ou à ma grand-mère. Donc, c'est comment je leur explique les choses. Middle of funnel, c'est un petit peu comment je pourrais parler à quelqu'un qui est dans le marketing, etc. Et comment il peut optimiser les choses. Et bottom of funnel, c'est en gros comment tu peux séduire en gros quelqu'un de t'acheter quelque chose.
je vulgarise, hein, mais globalement, c'est un peu ça. Et moi, je faisais jamais de. Je Top décrypte of- le marketing pour les novices. Je parlais à des gens qui avaient déjà fait et qui voulaient s'améliorer. Et donc, le truc, c'est que maintenant que j'ai fait ces vidéos-là, je me suis dit, bah Fabien, tu as fait un investissement. Pour info, je passe avec un monteur. Parce que comme j'ai dans mon réseau des gens bah, qui sont bons, bah, en gros, je leur dis, viens, on optimise ensemble. Et moi, ça me fait gagner du temps. Donc j'ai un monteur, donc je fais mon petit truc où, allez, je t'avais dit, ça me prend 45 minutes, 1 heure, admettons. Je fais mes TikTok, Mhm. bam, bam, bam. Je les fais en batch. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'en batch, pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est en une fois. J'appuie sur la caméra, je me mets à bonne distance, je fais hop pour avoir le petit stimuli Le- côté son. Et je dis TT, moi je dois être là sur mon nouveau compte TikTok à 65, un truc comme ça. Je dis TT 65 pour TikTok 65. Je fais mon truc, à la fin TT 67, etc. Le monteur coupe, 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 met sur frame.io, qui est un outil qui permet de faire très facilement des feedbacks, télécharger la version finale, etc. Super outil et gratuit en plus pour ceux qui démarrent. Donc en gros voilà, je récupère et en fait maintenant ce que je fais c'est que systématiquement je les mets donc sur Instagram, YouTube Short, histoire de maximiser l'impact des vidéos courtes. Et depuis, je sais pas, 1 mois et demi, je les mets sur LinkedIn. Et je voulais voir en fait ce que ça donnait sur LinkedIn d'avoir ce contenu un peu vidéo déjà en termes de reach. Regardez l'engagement, le reach. Regardez aussi si ma communauté en fait me haït ou ça leur plaît, etc., etc. Et quels sont tes premiers retours par rapport à ça? Mes premiers retours, c'est que il y a des vidéos qui ont été faites sur TikTok que j'ai jamais sorties sur LinkedIn parce qu'honnêtement, je me sens, enfin, je les Oui, trouvais trop top au final. Par contre, il y a des vidéos en fait qui marchaient un peu moins sur TikTok et quand je les ai mis sur LinkedIn, elles ont cartonné. Donc ça prouve bien en fait que ce qui plaît sur LinkedIn ne plaît moins sur TikTok, mais ce qui plaît sur TikTok plaît moins sur LinkedIn. J'essaye de jouer un peu avec les deux, mais globalement, moi, je m'y retrouve parce que là, par exemple, tu vois, typiquement ma dernière vidéo que j'ai lancée jeudi avant mon break parce que je suis parti à Arcachon pendant quelques jours en famille. Mais en gros, celle que j'ai lancée jeudi, c'était en gros. Et je teste ça aussi dans l'expérimentation, la tonalité. Donc là, j'avais une tonalité sur les 5 dernières vidéos qui était un peu moralisateur, tu vois. N'envoie Ne fais surtout pas pas de ça. PDF, tu vois. Et tu vois, celle-ci a été un petit peu moralisateur dans le ton, et parce que j'ai dû les faire très vite, ces vidéos, et ça s'est prêté que je me suis dit, bah tiens, je vais le faire de telle manière ces vidéos. Je sais qu'on m'a dit certaines fois que je faisais peur, donc tu vois, je prends en compte. Des fois, je parlais pas assez vite, des fois, je parlais trop vite. Enfin, tu vois, j'essaye d'optimiser ça. Mais là, tu vois, cette vidéo, bah là, je regardais ce matin, j'en suis à 36 000 vues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'après Caroline Mignot, une vue de vidéo, c'est 3 secondes. Donc, il faut au moins multiplier par 3 pour avoir le reach classique, tu vois. Ok, Et d'accord. globalement, pour avoir une vidéo qui fasse 36 000 vues, c'est déjà énorme, tu vois. Ah ouais, carrément, carrément. Et pour l'avoir vue, effectivement, c'est vrai au niveau du ton, elle se démarque des autres, clairement, clairement, Ouais. clairement. Tu Euh, sens l'expérimentation. Bah après, désolé hein, pour ceux qui sont tombés dans une expérimentation et qui n'ont pas compris. Après, moi, en fait, je vous le dis, hein, les réseaux sociaux, pour moi, je le vois comme un jeu. Je suis pas sur LinkedIn en mode Fabien doit. Hein, c'est pour moi LinkedIn, tu vois, c'est si le soir je dois m'amuser à poster un truc qui ne marchera pas, si ça peut exploser mon reach, baisser mon SSI, enfin ça m'est complètement égal en fait. ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais je disais même pas sur le côté, comment dire, agression ou quoi, c'est pas ça. C'est vraiment sur la logique. On voyait une petite différence par rapport à ce qui était proposé des fois. Mais par exemple, je trouve qu'elle est effectivement, elle donne. Enfin, moi, en tant qu'utilisateur, c'est vrai qu'elle me donnait plus envie d'aller la voir que d'autres. Après, est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est, tu vois, il y a plein de choses. Mais effectivement, très intéressant. Et du coup, pour tout le monde, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autre, c'est vrai que on est encore dans de l'expérimentation. Donc, toujours tester, voir ce qui marche pas. Et, euh, et en déduire surtout analyser les retours et après les prendre ou pas les prendre, mais utiliser ça, quoi, clairement. On repart Pour juste sur... info, Ouais, pour vas-y. finaliser cette partie-là, en tout cas TikTok, vidéo courte, etc. Ouais, Je pense que dans 1 mois, en fait, je serai en mesure de sortir ce qu'on appelle un shot. Donc, c'est-à-dire qu'une méthode packagée, vulgarisée, optimisée, sur comment créer en fait des vidéos impactantes qui fonctionnent. Parce que j'aurais fait le tour en fait.
Ok. Donc pareil, il y aura un petit décalage du coup entre le moment où on enregistre et où cet épisode sortira. Donc soit ça sera à peu près au moment du lancement, soit ça sera déjà sorti. Donc voilà, retournez voir Fabien Ferreira, que ça soit sur LinkedIn ou sur TikTok pour voir un peu où en est cette formation si jamais cette thématique vous intéresse. Fabien, moi il y a autre chose qui m'intéresse sur l'organisation, c'est-à-dire que le temps je le découpe en trois phases. La première phase, c'est un peu celle qu'on a abordée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que tu as tes slots, ton organisation, ton package, on va dire professionnel. Ok. Et ce qu'on appelle d'habitude le package personnel, moi je le décompose en deux phases. Je l'appelle le package familial, où là tu vas être sur les interactions avec les autres, que ce soit ta famille, tes amis ou autres, et aussi un petit package plutôt personnel, où là tu vas faire plutôt les activités qui sont propres à toi, tout simplement. Donc ça Mhm. peut être la partie sport, la partie lecture, la partie ou autre. Et donc justement, là on a parlé côté un peu professionnel, comment toi tu t'organises avec ces autres parties? Comment je m'organise sur les autres parties? Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, j'ai toujours voulu moi concilier l'équilibre pro-perso. Et en fait, à l'époque, je le voyais en fait comme un 50-50. Tu vois, c'est si tu veux un bon équilibre pro-perso, 50% de taf, 50% de perso. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que c'était pas vrai. C'est qu'en fait, je vais t'expliquer le truc. Je l'ai expliqué dans un podcast il n'y a pas longtemps, il y a pas très longtemps sur les émotions qui est sorti la semaine dernière, où je me livre sur un truc que j'ai jamais fait, sur qui est Fabien. Je sais pas qui je suis, mais en tout Énorme. cas voilà, j'en parle dans le podcast. Et le truc en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, il y a des fois où tu peux donner énormément dans le travail, enfin, en charge mentale, surtout un lancement de projet où tu es complètement tu sais, sous adrénaline. Et tu peux en fait avoir tendance à dépasser un peu le cadre perso. Et quand je dis, même si je rentre, comme je disais tout à l'heure, à 18 h le soir, je m'occupe de ma famille, tu vois, tu peux rentrer. C'est dans quelles conditions tu rentres chez toi le soir à 18 h? Si tu rentres à 18 h et tu es opérationnel pour ta famille et tu es proactif, je veux bien. Mais si tu rentres à 18 h, t'es lessivé, t'es claqué, tu vois, t'as pas le sourire, tes enfants te disent ça va papa et tu leur réponds même pas, t'es KO, t'es sur ton canapé. Pour moi, c'est pas un 50-50. Tu vois, ça veut dire que ton taf, même si. euh, Tu n'es pas oui, présentement, tu y es même, mentalement voilà. ou il t'a Si épuisé, d'un quoi, point de vue clairement. horaire, t'es 50-50, d'un point de vue mental, t'es pas là en fait. Mm, Et ça, maintenant, j'ai rajouté une contrainte qui est que il y a le côté pro-perso, 50-50, mais dans le pro, j'ai une balance. Dans le perso, j'ai une balance. Ça veut dire que si le pro me fatigue et mais vraiment m'a éclaté, par exemple, je te dis, je fais par exemple cet après-midi une grosse formation de 4 heures pour une boîte et ça m'a éclaté, et mm. ben, si je dois me reposer, je me reposerai avant de rentrer chez moi. Ça veut dire qu'à Intéressant. 18 h, ça veut dire que je prendrai sur mon temps de travail mon repos, si c'est la boîte qui me fatigue. De la même manière, hein, si je prends dans le perso, si le perso m'a éclaté un week-end, tu vois, t'as voulu faire la folie un dimanche soir, et le lendemain matin, t'es là, tu dois faire tes TikTok et tout, je prendrai en temps, je rattraperai ça de 21 h à minuit quand mes enfants sont couchés, par exemple, pour rattraper dans le perso ce que j'aurais dû mettre en pro, tu vois. J'essaye d'avoir cette balance-là, qui est pas que du temps, mais qui est à comment tu es à tel moment, tu vois. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et je t'avoue, première fois qu'on me présente cette partie de cette manière-là. Donc, ok, très, très intéressant. Euh, si t'as pas envie de répondre, t'hésites pas, mais tu parles de famille, du coup, ta structure familiale se compose comment? Pour voir, parce que c'est pas la même, en fait, organisation, tu vois, tu as parlé d'enfants, pas d'enfants. Ouais. Je veux dire, il y a des multipreneurs qui n'ont pas d'enfants, des multipreneurs qui en ont un, deux, ou voire quatre ou cinq. Et donc, c'est pas la même organisation, c'est juste par rapport à Ouais, ça c'est clair. que je t'interroge. Mais si, Non, non, t'inquiète, je t'avais dit, y a pas de tabou. Moi, j'ai deux enfants actuellement, une fille de 6 ans et un garçon de 18 mois. Et en fait, il y a un décalage entre les deux de 4 ans, enfin à peu près. Mais en gros, le décalage entre les deux, ça a été parce que ma première fille, en fait, est arrivée pendant ma startup. Et à l'époque, on était à Station F, etc. Comment dire, si tu veux respecter son équilibre pro-perso, tu vois, dans notre cas, par exemple, on a sélectionné la meilleure nounou sur Nounou Top. Enfin, on trouvait une personne idéale, mais elle travaillait pas les mercredis après-midi. Le soir, c'était 17 h max chez elle. Enfin, il fallait récupérer nos enfants, etc. Donc, on a accepté ça, mais donc c'était bien, peut-être au détriment de la boîte.
qui à un moment donné avait besoin d'être présent, d'être avec nos équipes, de scaler le truc, etc. Mais on a fait ce choix, tu vois. Donc en gros, qui était l'un, soit c'était ma femme, soit c'était moi. Le mercredi après, on n'est pas là. Le soir, l'un part, l'autre reste. Le matin, l'un arrive, l'un arrive directement à Station F pour les équipes, pour être présent. Mais l'autre arrive une heure après parce qu'il a déposé notre enfant. Voilà, c'est ça en fait la vie de quelqu'un qui a une famille et qui a donc des impératifs de nounou, d'école. Tu vois, la classique quoi, tu vois. Et clairement. Et c'est pour ça que je me suis permis de te poser cette question. C'est parce que avoir des enfants, avoir même une compagne ou même enfin, faire une activité, c'est d'autres projets en fait. Et ça prend une grande part dans ta vie. Et d'ailleurs, Bien félicitations sûr. hein, pour ces projets. Deux enfants, c'est cool, félicitations. Mais, euh, mais et on peut pas minimiser cet aspect-là non plus, tu vois. Et ça fait vraiment partie intégrante de, comme tu dis, de ton emploi du temps et de la manière dont tu organises aussi ton énergie au jour le jour pour gérer ça. Et je trouve que c'est aussi important d'en parler parce que c'est pas forcément des choses qu'on entend très souvent. Et des fois, on peut s'imaginer aussi des choses en se disant oui, bah lui, il fait plein de choses, il a pas de vie, ou alors lui, il Ouais. fait, enfin voilà. Mais chacun a son organisation et ça fait partie aussi de l'organisation personnelle et de l'organisation de travail. Donc c'est pour ça que je voulais en venir. Qu'est-ce que ton organisation justement par rapport au week-end? Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu fais les distinctions, pas de distinction? Est-ce que c'est un temps familial justement? Comment tu fais ça? Bah, deux étapes, hein. Quand on a monté notre boîte, on n'avait pas d'enfants. On pouvait bosser le week-end. Maintenant, non, c'est fini. Enfin, jamais je bosse le week-end. Voilà, donc Donc, ça peut être. Non, mais ça peut être un call avec un pote. Ça peut être un. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais, en fait, hein, pour moi, le 80% dans ce que je peux dire là, c'est qu'avec ma femme, on a choisi que c'était les enfants first. Donc, en gros, ça veut dire que à enfant couché, t'as une autre partie de soirée, tu vois. Et là, tu vois, typiquement, il y a des moments où on choisit. Ça veut dire que là, ma femme, en fait, depuis qu'on a monté notre boîte et qu'on l'a arrêtée, moi, je suis parti sur du consulting, en gros, bah, ce que je fais actuellement. On va pas repréciser le truc. Mhm. Et ma femme est partie chez Alan. Je sais qu'il y a certaines fois, à 21 h, on se dit, on fait quoi ce soir? On profite tous les deux ou on bosse un peu? Et des fois, elle me dit, ah, mais tiens, ce soir, je dois faire mon HPFO, enfin, peu importe, c'est les OKR, côté Alan, surtout le mardi soir, parce ils ont des livrables, entre guillemets, à faire le mardi. Bah, c'est souvent que le mardi soir, 21 h minuit, on peut bosser, tu vois. Ça, c'est pas un problème. Parce que c'est convenu. Ça impacte négativement personne. C'est un choix. Par contre, quand effectivement, et ça honnêtement, je l'ai tellement entendu, et c'est triste, hein, et je blâme pas les gens pour ça, hein, mais en gros, quand tu es dans un milieu entrepreneurial, j'ai côtoyé quand même beaucoup, et là je suis encore dans un incubateur, tu as des gens qui partent tard le soir, genre je sais pas, 20 h 20 h 30, et le motif c'est de dire, bah c'est quand même mieux d'être ici en train de discuter business que de rentrer chez moi et m'occuper de mes enfants. Parce que c'est galère, quoi. Tu vois, c'est galère, donner à manger, faire prendre le bain, enfin, les trucs classiques, lire l'histoire. Et je sais qu'il y a pas mal de mon entourage à l'époque, enfin de connaissances plutôt, pas un entourage, mais des connaissances, qui me disaient, moi j'arrive, chez moi il est 20 h 20 h 30, je sais que je fais un bisou sur le front et bonne nuit, et je dis bonne nuit, tu vois. Mais t'es pas vraiment pour moi, tu vois, enfin, à la fin, je te vois procrastiner dans les bureaux à partir de 18 h, tu vois. Tu ferais mieux d'être chez toi, mec. Clairement. Bah, c'est des vraies questions, hein. C'est des vraies questions. Après, c'est sur l'organisation de chacun. Et justement, c'est ce que j'espère aussi à travers, tu vois, ce podcast et tout ce qui est un peu la création autour du multipreneuriat, c'est aussi montrer que bah, tu peux t'organiser aussi différemment, tu peux aussi être efficace et faire énormément de choses et avoir plein de projets, puisque déjà là, j'ai interviewé des personnes qui ont 8 boîtes, qui ont 6 boîtes, qui ont des boîtes dans 3 pays différents, etc., qui ont une vie familiale et qui arrive à gérer tout ça. Et mais du coup, ça mérite aussi une organisation. C'est vrai qu'il faut le dire aussi, c'est pas possible avec tous les projets, tous les types d'entreprises. Et donc, c'est des réflexions aussi à avoir. Merci pour ce partage, hein. C'est cool de t'être livré aussi comme ça. Très, très sympa. Euh, dernier petit bloc là, c'est justement, t'as pas parlé de la partie que je t'ai présentée tout à l'heure, de la partie personnelle. Est-ce que du coup, tu te réserves aussi des temps à toi pour bah, le sport, la lecture ou d'autres activités que tu peux faire?
Euh, ouais, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, je m'écoutais moyennement. Ce que je veux dire, c'est que je faisais passer les autres avant moi, donc les boîtes que j'accompagne, bah, ma famille après, etc. Maintenant, de plus en plus, bah, typiquement, tu vois, je fais certainement du sport 2, 3 fois par semaine. Donc, tu vois, et finalement, c'est des slots dans un agenda. Donc, tu le fais, point. Comme ça, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. La lecture, globalement, j'essaie systématiquement ou souvent. Finalement, ça va être les mots le plus utilisés du Ouais, podcast. je vais Mais en faire tout cas, ouais, dans le j'essaie montage, il y aura les citations c'est systématiquement ça. ou souvent. Le mec qui dit systématiquement que souvent. Non, mais c'est vrai que des fois, quand on écoute, des fois, je me dis toujours, que si le mec il dit systématiquement, c'est-à-dire qu'il le fait tout le temps. Non, je le dis souvent parce qu'il y a des fois où tu fails, tu vois, tu n'y arrives pas. Et on est humain, en fait. Donc, en fait, ouais, souvent, j'essaye de lire, en tout cas, avant de me coucher le soir, d'avancer, en tout cas, à un sujet. En tout cas, d'essayer de, comment dire, de rester connecté, tu vois, sur ce qui se fait et d'apprendre des nouvelles choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, finalement, on m'avait posé une fois une question, c'est comment je me forme aujourd'hui. Je me forme assez peu du contenu des autres, mais je me forme beaucoup en fait des problématiques des gens et j'essaie de comprendre comment on peut les craquer. Même si des fois, en fait, je t'avouerai, Yann, qu'il y a certainement des fois où j'ai dû tester des choses, expérimenter des choses, sans avoir regardé ce qui se passait ailleurs. Et peut-être qu'aux États-Unis, en fait, ils avaient déjà fait le truc il y a 2 ans, tu vois. Et je Mhm. sais pas, parce que je m'informe pas. Mais par contre, ça m'est égal parce qu'en fait, la démarche intellectuelle de, de tous les jours faire un peu plus par soi-même, pour moi, vaut plus que le fait d'aller écouter un podcast qui va peut-être me faire apprendre des choses. Mais entre guillemets, pour moi, c'est un peu comme si j'avais acheté un shortcut. Alors qu'en fait, des fois, pour bien comprendre, être posé et avoir vraiment une réponse assez exhaustive à un entrepreneur, c'est de l'avoir vécu, tu vois. Donc en fait, moi j'aime vivre les choses plutôt que des fois de pomper des choses. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'aussi je lis un peu de livres, mais j'essaye pas de lire 100 livres par an pour sortir des formations, pour parler de marketing au travers des livres lus. Ça m'intéresse pas, tu vois. Parce qu'il y en a d'autres qui le font aussi très bien. Franchement, top. Merci pour cette réponse. Et du coup, je te poserai pas la question sur comment tu te formes aujourd'hui, puisque tu y as déjà répondu, donc parfait. Écoute, le temps encore avance. Je pense que tu as encore plein de choses à faire et tu as une vie de famille encore après derrière. Donc on va passer sur la dernière partie du podcast. Juste avant ça, est-ce que quand même, tu as une dernière chose que tu t'aimerais dire, toi, sur le côté organisation qu'on n'a pas traité ou voilà, quelque chose que tu as envie de partager qui a pas été fait jusqu'à maintenant? Ouais. Non mais globalement, ça va être un peu un truc qui va être un peu la synthèse entre le côté comment on s'organise et le côté multiprojet. Moi, en fait, le truc, c'est que je l'essaye toujours de l'imaginer d'une manière assez simple. Tu vois, des fois, il y a des trucs complexes, mais on peut les simplifier. C'est, je parle systématiquement. En fait, moi, mes clients de tous mes projets sont toujours les mêmes. C'est toujours des entrepreneurs, des marketeurs, des commerciaux. Et en fait, au gré de leurs problématiques, on crée des produits, on crée des offres, on monte des équipes. Et le truc, ce qu'il y a, c'est que c'est pas compliqué à créer. C'est qu'en fait, les projets, c'est un peu comme si tu as eu c'est Hugo de Kimono. Il a monté plein de boîtes. 6, je crois, à plus d'1 million. Je me souviens plus en post LinkedIn. Mais ça a toujours été autour du vêtement, tu vois. Et surtout du vêtement personnalisé. Et à un moment donné, en fait, c'est parce que t'as, comment dire, une spécialisation. Bah, en fait, après, les, le côté multipreneur, mais les projets appellent au projet, tu vois. C'est, tiens, il y a une opportunité, je la saisis ou je la saisis pas. Il y a ceux qui vont être ultra focus sur leur mission et ils vont pas regarder le reste. Et ils vont te dire, non, mais moi, je suis en train de monter la boîte qui va faire 15 millions ou 100 millions ou plus, qui va lever des fonds, etc. Et ça demande une attention toute particulière. Ça, c'était ma boîte d'avant. Mais la boîte d'aujourd'hui, c'est je suis là pour aider des gens. Donc, effectivement, en fait, s'il y a des problématiques, j'essaye de voir comment on peut les résoudre. Ça, c'est juste pour le côté dédramatiser le côté, des fois, c'est j'ai pas l'idée, je sais pas comment. Intéresse-toi aux gens et alors à ces problématiques et en fait, les projets vont s'en suivre. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'agenda. De la même manière, faire simple. Moi, mon agenda de base, il est.
j'ai quelques slots qui sont réservés pour mes clients. Et le reste, à côté de ça, ça a toujours été de comment je peux faire mieux, quelle est ma prochaine étape. C'est pareil, il y a un truc, tu parlais de l'agenda. Les gens se laissent pas de temps pour réfléchir à leur prochaine étape. Moi, je me laisse toutes les semaines du temps pour me dire, Fabien, c'est quoi ta prochaine étape? C'est pour ça que quand je fais mes vidéos sur comment j'augmente mon TGM, comment je lance un nouveau projet, En fait, je me laisse du temps pour les opportunités et pour me dire, tu vois là, quand je me dis, il faut que je lance une plateforme où je mette toutes mes méthodes en ligne, et ben en fait, il me fallait du temps pour me dire, ok, la prochaine étape, c'est plus de le faire pour une personne en direct, mais c'est de le faire pour tout le monde. Mais si tu es pris dans la routine, tu deviens en fait un peu opérationnel et tu fais que ça, c'est comme un développeur qui va vendre ses 35 heures chaque semaine. À la fin, tu es cramé et tu n'as plus le temps de réflexion pour savoir quelle est la prochaine étape. Et tu te retrouves à avoir fait, je vais grossir le trait, mais de tes 25 ans à tes 45 ans, t'avoir vendu tes 35 heures et de jamais t'être posé la question de mince, si j'avais eu un peu de temps, un peu de recul, j'aurais pu faire ça différemment. Et ça, tu vois, typiquement, c'est garder un peu de temps dans votre agenda pour réfléchir à votre prochaine étape. Incroyable. Tu me fais des formats vidéo TikTok, c'est que des successions de masterclass, des interventions. Donc, parfait. Non, en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la partie idéation de l'après, de où j'avance par rapport à l'atteinte de mes objectifs et juste déjà de quels sont mes objectifs. C'est vrai que pas tout le monde prend le temps de poser ça et c'est quand même primordial, surtout quand on a une vision plutôt long-termiste en fait, de sa vie et de ce qu'on veut accomplir. Et ça, tu vois, c'est un autre élément. En fait, tu le dis enfin, c'est ce que j'entends, on va dire, surtout par rapport à ce que tu dis. C'est que les multipreneurs que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, en fait, ils se voient pas comme des personnes qui ont plusieurs projets ou quoi. Ils se voient comme, entre guillemets, le projet, c'est eux. Et ils vont rajouter des petits bouts petit à tout, et ils vont faire grossir l'ensemble et qui repose sur leur personne. C'est ça. Mais et ça, ben effectivement, tu l'as très très bien, t'as bien fait de le souligner. Il faut du temps pour ça, quoi. Il faut du temps pour avoir cette vision globale, quoi. Merci beaucoup. Et aussi Ouais, accepter le risque. En fait, dans la vie, on n'a rien sans un minimum de risque. Et en tout cas, si vous avez la chance comme moi, en tout cas, moi je suis backé par ma femme. C'est pas un fonds, ça mais c'est c'est backé par ma femme, tu vois, qui elle a un revenu régulier. Ça me permet de prendre un peu des risques. Et il y a des fois, et honnêtement, on dit souvent, investis sur toi-même. Et moi, en fait, j'ai systématiquement fait ça. Là, ça fait 4 ans que je fais que ça, tu vois, d'expérimenter, d'investir sur moi-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fois où j'ai arrêté des projets où je gagnais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et les gens te disent, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'à un moment donné, sur le long terme, je sais que l'argent de maintenant vaut moins que ce que je pourrais apprendre et apporter à des gens demain, tu vois. Donc en fait, c'est aussi, faut bien comprendre pourquoi on monte un business. On n'a pas parlé de ça, mais est-ce que vous le faites pour l'argent? Est-ce que vous le faites pour aider les gens? Est-ce que vous le faites pour passer à BFM, etc. Comprenez en fait le pourquoi vous le faites. Et après, derrière, ça vous permettra aussi de choisir les projets dans lesquels vous allez rentrer et les projets dans lesquels vous ne devriez pas rentrer. clairement. Effectivement, là, tu soulignes encore quelque chose d'hyper important, c'est que en tant que multipreneur, tu as des projets, on va dire, à cash flow, des projets C'est donc ça. pour générer de l'argent rapidement, des projets cash out, où là, c'est plutôt tu vas chercher la valorisation et sortir avec un gros billet directement. Mais là, on est toujours sur de l'argent. Mais tu as aussi un peu des entreprises, on va dire, passion, où là, c'est plus, bah voilà, le lifestyle, des choses que tu as envie de faire par intérêt, tout simplement. Et après, il y a effectivement une troisième grande catégorie qui est ce que tu as dit quand l'objectif c'est de passer sur BFM, c'est-à-dire que là c'est plus une volonté non même de personal branding ou de De reconnaissance. reconnaissance, ouais. Euh, et effectivement, chaque projet est complètement différent. D'ailleurs, et l'autre chose que tu as abordé, c'est sur la vision long-termiste. Là, je vous invite à aller regarder du coup l'épisode que j'ai enregistré avec Sarah Lazari, qui elle a une vision incroyable puisqu'elle est sur une vision. Les projets qu'elle construit aujourd'hui, c'est des projets à horizon 2030-2050. Donc voilà, D'accord. si vous voulez vraiment voir de la visualisation long terme, je vous invite à aller voir cet autre épisode qui est aussi très très enrichissant. Euh, je- on termine par trois quatre questions, ça te va?
On est encore C'est dans les parti. temps, c'est bon pour toi? Allez, Yes. super. Écoute, pour toi, enfin, quelle a été la leçon que tu as retenue de ton plus gros échec? Ouais, Ne pas déléguer. Ne Est-ce pas que du coup, déléguer ce que tu... tu ne maîtrises pas. Ça a Ok. été en gros, la plupart de mes échecs, ça a été là-dessus. C'est que, en tant qu'entrepreneur, il faut penser comme un investisseur et pas penser comme un salarié. Ça veut dire que des fois, tu sais, tu fais le truc qui est non, mais je dois le faire. Mais en fait, non. Si tu es au capital de ta boîte, des fois, il faut te poser la question de qu'est-ce que tu dois prendre comme décision pour avoir le meilleure rentabilité possible. Mais à la fin, c'est déléguer trop vite, effectivement, et déléguer aux mauvaises personnes, etc. Ça nuit. Moi, honnêtement, s'il y a un truc qui m'a vacciné, c'est ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu es parti plus sur un mode un peu solopreneur? Ou alors non enfin, tu vois, justement, qu'est-ce que tu fais maintenant pour éviter ça? Ouais, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye de systématiquement comprendre les choses. Enfin, je ne prends pas pour acquis ce qu'on me dit. Souvent, je dis, ah, c'est intéressant ce que tu me dis, mais je vais le tester demain. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ouais, aujourd'hui, si je bosse en mode solo, avec des gens freelance, etc., et que je ne veux pas recruter, c'est que je ne veux plus manager. Mais pas manager parce que ça m'énervait, mais en fait, il y a les aléas de on a un fit maintenant, mais on n'aura pas de fit demain. Tu vois? Ça, c'est aujourd'hui, je pense que en termes de le futur du travail, c'est plus simple, etc. Il y a aussi que je veux pas me prendre la tête. Je veux bosser avec les meilleurs, mais si le meilleur devient moins bon, bah je bosserai avec quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas grave. Clairement, clairement, clairement. Ok, merci. Enfin, qu'est-ce qui inspire Fabien Ferreira aujourd'hui? Ça peut être tout, hein. Pareil, on est sur du large, hein. Donc film, personne, vivante ou Qu'est-ce qui décédée. m'inspire? Waouh, quelle Ouais, question. aujourd'hui. Qu'est-ce Aujourd'hui, qui... Hmm. je crois qu'aujourd'hui, en fait, et en fait, pour info, c'est le truc qui me fait, j'ai une boule au ventre de de vouloir le concrétiser, c'est de réussir en fait à rendre les choses simples et actionnables pour les boîtes. Et qu'est-ce qui m'inspire? Bah, toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui à, comment dire, à faire des conférences, bah, à inspirer autour d'eux, mais je trouve ils inspirent souvent sur le côté, voilà, euh, voilà ce que j'ai réussi à faire, mais pas sur le comment j'ai réussi à faire. Et moi, je veux avoir le même, comment dire, la même visibilité, enfin, j'aimerais en fait représenter un petit peu l'entrepreneur qui ne dit pas en fait ce qu'il est, mais qui dit comment il arrive à faire, tu vois. Mais typiquement, je sais pas comment te dire, c'est, Est-ce il y qu'il a y des aura... entrepreneurs qui m'inspirent, un peu comme Guillaume Moubèche. Guillaume Moubèche m'inspire parce que tu vois, il arrive à dire, les gars, voilà comment j'ai fait 10 millions d'ARR. Et moi, en fait, je voudrais être le Moubèche 2 qui te dise pas, voilà ce que j'ai réussi à faire en une fois, mais en fait, voilà ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vois. Mais avec la même dose d'énergie, tu vois, etc. Et pour moi, ces entrepreneurs-là m'inspirent parce que ils sont partout, tu vois. Ils arrivent à faire passer leur message. Et en fait, pour un ex-introverti, d'arriver à parler et à délivrer son message, je trouve ça ouf. Donc ce sera peut-être pas un Guillaume Aubèche 2, mais peut-être un Fabien Ferreira 4 ou 5. Du coup, on Ça sera attend, la on attend V40 de Fabien. Ouais. la V40. Eh ben écoute, on espère aussi que cette V40, il y aura peut-être un TEDx de comment faire justement, euh, de comment faire, puisque c'est intéressant. Je sais pas si tu sais pas comment le présenter, je t'invite à regarder. Je pense que tu as déjà vu. Il y a une vidéo TEDx qui est comment présenter un TEDx. Et c'est une personne qui en fait tout le TEDx, mais sans rien dire en fait. Il montre juste la manière de présenter TEDx sans fond, avec des exemples. Il dit, vous voyez par exemple ici, je présente 3 points. Voici le point A, le point B, le point C. Et en fait, Excellent. ça, c'est une conférence TEDx. Je le mettrai dans les informations. Je t'invite à aller regarder parce que ça te montre en fait le comment faire, mais vide. Enfin, vide. Du coup, il y a énormément d'apprentissage à faire là-dedans. Mais C'est le framework.
Très, très fort. Ouais, il présente en fait le framework du TEDx en faisant un TEDx là-dessus et c'est assez très, très, enfin, c'est très, très fort à regarder. J'ai plus le nom de la personne qui fait ça en tête, mais Stylé. je Je le vais regarder retrouverai, ça. je vous le mettrai. Euh, Allez, quel multipreneur tu m'invites enfin, tu penses que je devrais inviter pour les prochaines fois? Trois multipreneurs que je devrais inviter. Ok, trois différents. Ouais, Ouais, bah en gros, moi dans les personnes autour de moi que je respecte sur ce côté-là, il va y avoir Thomas Rivol, je sais pas si tu l'as eu. non, pas encore. Thomas Parce Rivol. que, Ok. parce que on bosse sur des projets ensemble. Donc, mais à côté de ça, il a sa formation, il est créateur de contenu, il est sales, enfin, tu vois, c'est un peu le multipreneur. Il y a Edouard Ossegui, je t'en parlais tout à l'heure, en fait, sur le côté emblème. Mais ce gars-là, pour moi, c'est un peu comme un Hugo, tu sais, de Kimono. C'est le gars. Je veux dire, les projets, en fait, par contre, lui, il monte quasiment que des projets de type un peu plus start-up, tu vois, pas les Ok. projets solo. Mais typiquement, il lance un projet, c'est la Dark Kitchen pour. Après, il décide de lancer son propre restaurant. Après, il décide de faire ça. Enfin, je trouve ça excellent. Et après, tu as des personnes aussi comme, bon, que j'ai il n'y a pas 30 ans encore au téléphone, mais comme Caroline Mignot, qui va être sur, elle a son projet Richmaker, il y a le projet Reefer à côté. À côté de ça, elle donne des conférences. À côté de ça, c'est la queen de LinkedIn. À côté de ça, enfin, c'est des gens, tu te dis, mais comment ils font, tu Comment vois? ils font? Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et c'est ça qui est euh, magique, je pense, dans ton podcast. C'est un peu, tu vas avoir un peu ces types d'invités-là. C'est à la fin, tu te dis, mais comment ils font? comment? Et Mais après, à la j'espère fin, surtout, j'espère yes, surtout qu'à la fin du podcast, tu diras, ah, c'est comme ça qu'ils font, du coup. Parce que exactement ils ce que les j'allais te auront dire. tout donné, quoi. Ouais. Et avec le côté un peu la secret sauce révélée au grand jour qui est, ah, mais en fait, c'est pas des machines. Tu vois, ils ont leur life, tu vois, ils essayent juste comment dire, il y a peut-être une stratégie derrière, des fois une réflexion, des fois pas du tout, des fois c'est un peu que des opportunités, mais en tout cas ça démystifie le côté, tu vois, t'aurais n'importe quel de ces multi-entrepreneurs-là sur scène, il dirait, voilà ce que j'ai fait. Et tu vois, ça moi aujourd'hui ça m'emballe plus. Par contre le côté d'arriver en 1h30, tu vois, un Yann qui les cuisine, etc., et de comprendre que, en fait, leur agenda il reste ultra simple, qu'en fait, ils montent ces projets-là parce qu'en fait, c'est corrélé autour, bah, par exemple, Edouard Ossegui, il est dans le côté, dans la food, tous ses projets autour sont dans la food, tu vois. Mais c'est parce que c'est un mec qui, autour de ses prospects, il a monté plusieurs offres. Et en fait, entre guillemets, tu révèles, entre guillemets, au grand jour, bah, que c'est possible, quoi, tu vois. Et ça fait du bien, surtout en 2022, après tout ce qui se passe partout, de dire, en fait, on est capable. On n'est pas obligé de mater les réseaux sociaux en enviant les autres, on peut le faire. Clairement. Bah écoute, tu me fais des beaux messages et je pense que je m'inspirerai de ta définition pour présenter ce podcast. Trop cool. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve, bien sûr? Bah, globalement sur LinkedIn. Sur LinkedIn. C'est ça qu'on Ouais, va pousser en ce moment. Ça marche. Eh ouais, ben sur LinkedIn. écoute, donc Fabien Ferreira sur LinkedIn. Écoute, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as délivré aujourd'hui. Bientôt, j'ai pas le temps complet, mais je sais pas combien de temps fera l'épisode, mais presque 2 heures ensemble. C'était très riche. C'est incroyable tout ce que tu nous as donné. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Et bah, je te Avec dis plaisir, Yann. à bientôt en tout cas. Merci à toi. Non, c'était vraiment super et merci de rentrer en profondeur dans les sujets comme ça. C'est toujours ce qui passionne. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.